Donc, le webinaire de ce matin est intitulé Présentation des diverses méthodes de lutte contre les EVE problématiques en Montérégie. Il vous est présenté par M. Claude Lavoie. Donc, M. Lavoie est biologiste et professeur titulaire à l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de l'Université Laval. Il dirige le seul laboratoire au Québec qui concentre ses efforts de recherche depuis 1996 aux plantes exotiques envahissantes. Il est aussi l'auteur d'un livre qui s'appelle 50 plantes envahissantes, protéger la nature et l'agriculture, qui a été publié sous la publication du Québec en 2019. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à M. Lavoie pour le webinaire. Bon webinaire à tous. Merci Anne-Marie. Donc, juste me confirmer, s'il te plaît, qu'on m'entend bien. Oui, tout fonctionne bien, on voit bien, on vous entend bien. Excellent. Merci beaucoup. Donc, si jamais il y a un problème technique que je ne détecte pas, n'hésite pas, s'il te plaît, à m'interrompre. Alors, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à mon tour à ce webinaire. Je remercie Naturaction Québec pour cette invitation. Donc, on va quand même y aller assez rondement. J'en ai personnellement autour, là, si on ne m'arrête pas, j'en ai pour 60 minutes à peu près du matériel dense. Mais on va arrêter parce que c'est plus intéressant de cette manière, procéder ainsi. Et puis, peut-être que ce qui va donner le sel, ce webinaire, ce sera les différentes questions que vous aurez. Parce qu'évidemment, parler de la lutte aux plantes envahissantes en 60 minutes, c'est un peu court. Hein? On aurait besoin de faire, je donne même un cours complet à l'École d'aménagement du territoire sur cette question-là. En fait, c'est plutôt une message de cours maintenant qui le donne, mais quoi qu'il en soit. Donc, ce sera un survol. Mais vous aurez quand même des informations que j'espère pertinentes pour vous et qui sauront vous aider si éventuellement vous envisagez faire une campagne de lutte dans un avenir plus ou moins rapproché. Alors, les plantes aquatiques envahissantes, vous l'avez probablement vu dans les précédents webinaires que j'ai pas vu moi-même, mais que ça a été abordé. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Hein. Ça fait déjà un bon moment qu'il y en a. Il y en a qui sont là depuis très, très longtemps. Si vous prenez le nerf bourdaine, la renouée du Japon, les patients glanduleuses, c'est là depuis plus de 100 ans. C'est pourquoi on en parle davantage aujourd'hui. Peut-être parce que, évidemment, le caractère envahissant des espèces, ça prend toujours un certain nombre d'années avant de se manifester. Il y a des invasions qui progressent de manière spectaculaire dans des laps de temps très courts, mais il y en a d'autres. Les nerfs bruns, c'est parti en vrai pour le nerf brun notamment, ça prend un peu plus de temps avant que ces invasions-là prennent de l'envergure. Hein. Ça prend du temps avec les populations se constituent, etc. Je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui. Euh, il y a aussi peut-être un effet du réchauffement du climat. Enfin, il y a certainement un effet du réchauffement du climat qui facilite ces invasions-là dans bien des cas. Puis, on en parle plus. Si on en parle plus, forcément, ces envahisseurs-là, ils retiennent plus notre attention et on s'aperçoit davantage de leurs effets lorsqu'ils en ont. Vous avez des envahisseurs qui sont là depuis plus récemment. Je pense à la berge du Caucase. Ça fait quand même pas si longtemps que ça qu'on a de la berge du Caucase sur le territoire québécois et même nord-américain. Et il y en a tout un cortège qui s'en viennent. On n'en s'en sortira pas. Il y a beaucoup d'envahisseurs qui sont, je dirais, latents. Là. Il y a quelques petites populations. On va aborder ça, pas aujourd'hui, mais j'aborde ça dans un ouvrage qui est en préparation. Je vais vous en parler dans quelques instants. Donc, ce sont des choses qui sont susceptibles de nous affecter dans un avenir plus ou moins rapproché et surtout en rapport avec le réchauffement du climat qui va favoriser probablement l'émergence de ces espèces-là. Dans certains cas, ce ne seront pas des gros problèmes. Dans d'autres cas, ça pourrait être des problèmes un peu plus aigus. Tant qu'à la lutte, c'est pas d'hier qu'on fait ça de la lutte. C'est vrai que ça a surtout pris son envol dans les années 1990, mais je vous montre ici, je pense qu'en Amérique du Nord, le premier à avoir fait une lutte aux plantes envahissantes, c'est un Québécois. En l'occurrence, le père Louis-Marie. En fait, dans un contexte hors agricole. En agriculture, ça fait déjà un bon moment qu'on fait ça. Mais dans un contexte hors agricole, il y avait le père Louis-Marie, qui était un trappiste, et mais qui était surtout un agronome. C'est un contemporain d'ailleurs de Marie-Victorin. Et on lui avait demandé dans les années 40 de combattre une invasion de salicaire dans ce qui était à l'époque, ça s'appelait à l'époque la commune de Baie-du-Fèvre, qui était un package à vaches dans le milieu humide du lac Saint-Pierre, au sud du lac Saint-Pierre.
Évidemment, c'est un milieu très perturbé, vous pouvez imaginer, avec les sabots des vaches, etc. Et la Selker était entrée en masse. On lui avait demandé, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous débarrasser de tout ça? Parce que les vaches n'en mangent pas. Et vous voyez, c'est fascinant de regarder ça, hein, parce qu'il y a des dispositifs expérimentaux. Bon, des choses qui font rigoler, là, comme le monsieur qui tape avec un gros maillet sur la Selker pensant que ça va être efficace. Ça n'a pas donné des très bons résultats. Il y a eu d'autres choses qui ont été un petit peu plus probantes. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment le premier, à ma connaissance, à avoir fait un dispositif expérimental dans les règles de l'art. Oups, ça s'est changé tout seul. J'espère qu'il n'y a pas il semble y avoir un minuteur. En tout cas, ça se peut, je suis obligé de revenir en arrière. Là. Je ne sais pas pourquoi ça a changé tout seul. Quoi qu'il en soit, si vous voulez vous lancer dans l'aventure des plantes envahissantes, la première chose à faire, c'est de vous informer. Il y a cet outil-là que j'ai produit explicitement pour. Ça s'adresse en particulier aux gestionnaires de l'environnement. C'est un bouquin. Bon, ça fait un peu plug mon affaire, là, mais écoute, on a assez travaillé sur ce livre-là, puis il n'est pas cher. Il est juste 30 mais il a vraiment été destiné pour les gestionnaires de l'environnement. C'est pas un. Et avec un vocabulaire quand même assez compréhensible, avec beaucoup d'informations sur la biologie des espèces et sur la lutte. Et ce qui est intéressant, peut-être que vous ne savez pas, c'est qu'on est en train de travailler sur une suite, sur un volume 2, qui devrait sortir, si tout va bien, en avril 2022, et on va rajouter 40 nouvelles espèces. C'est particulièrement des espèces qui, notamment, je m'adresse surtout, je suppose, à des gens qui sont dans la région de la Montérégie, donc surtout des espèces là, qui sont, notamment dans votre région, qui sont susceptibles de prendre de l'émergence à la faveur du réchauffement du climat. Donc, c'est à venir, mais entre-temps, il y a quand même ce bouquin de 50 espèces qui est disponible et que vous pouvez trouver facilement dans les librairies ou acheter en quelques clics sur le site des publications du Québec pour avoir la version PDF. Mais acheter la version papier est bien plus belle. Puis la couverture avec une chose de charnel, là, on a travaillé là-dessus très fort. Donc, je vous invite à vous procurer cet ouvrage-là si ça vous intéresse. Sinon, moi, bon, vous avez cette série de webinaires. Il y a beaucoup aussi d'organismes d'ONG maintenant qui donnent des formations sur la lutte aux plantes envahissantes. Moi, j'en fais depuis déjà 2014. C'est le site des formations plantes envahissantes. Donc, on continue à en faire. Je vous avoue que ces dernières années, c'est surtout le myriophile AIP, la renouée du Japon et l'herbe à poux qui attirent l'attention des personnes. C'est pour ces formations-là que j'ai à l'heure actuelle de la demande. On en fait encore de temps en temps ouvertes au grand public. De ce temps-ci, je réponds plutôt à des demandes ponctuelles. Mais quoi qu'il en soit, c'est aussi une source d'informations qui peuvent vous être utiles. Aujourd'hui, c'est plutôt généraliste. Et si vous êtes intéressé par des formations plus pointues, ben, éventuellement, ça sera à votre disposition. Si vous voulez en apprendre davantage, ben, allez sur le site des formations plantes envahissantes, puis inscrivez-vous à l'infolette que j'utilise avec grande parcimonie et seulement pour informer les personnes des formations à venir. C'est important de bien s'informer pour ne pas tomber dans ce que j'appelle le piège des apparences. Alors là, on est dans une érablière et là, vous avez cette invasion de plantes. Elle est vraiment spectaculaire, mais ma foi, à quel phénomène, à quelle espèce avons-nous affaire? Lançons-nous rapidement dans une campagne de lutte tous azimuts pour s'en débarrasser. Ça ne serait pas une bonne idée. Parce que ce que vous voyez là, c'est une invasion d'érable à sucre. Ce sont des plantules d'érable à sucre qui sont en émergence et en fait, le problème, ce n'est pas ces plantules qui se comptent par milliers, c'est le fait qu'on a tout simplement nettoyé complètement le sous-bois de toute espèce. Et évidemment, on ne laisse de la place que pour l'érable à sucre qui, lui, est une espèce qui produit abondamment des graines. Donc, il faut se méfier des apparences. Et les apparences, souvent, elles ont une lourde influence sur la prise de décision en matière de plantes envahissantes. Donc, il faut quand même faire preuve de discernement. Je montre souvent cet exemple-là pour vous amuser. Mais ce qui est plus intéressant, c'est d'éviter ce que j'appelle le piège de l'effet marguerite. Alors, ce que vous voyez là, ben, c'est de la marguerite blanche. La marguerite, c'est une espèce exotique. C'est une espèce envahissante. Je pense que c'est assez évident. Là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont contester le fait que la marguerite est envahissante. Est-ce que c'est une espèce envahissante nuisible? Non, vraiment pas. De façon très marginale pour les producteurs agricoles, mais encore. Moi, ça fait quand même 25 ans que je travaille sur les plantes envahissantes. J'ai encore jamais personne qui m'a appelé
en larmes au bout du fil pour me dire je suis envahi par la marguerite, Monsieur Lavoie, venez à mon secours. Non, c'est pas encore arrivé et ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que c'est pas un problème. Dans le sens que la marguerite, comme bien d'autres plantes exotiques envahissantes que nous avons, pas toutes, mais la plupart, je dirais même, vont surtout occuper des milieux en friche, des milieux très ouverts, des milieux où il n'y a pas d'espèces indigènes dans le nord-est de l'Amérique du Nord qui sont capables de les occuper, ces milieux-là. Alors, vous aurez compris, évidemment, c'est quasiment une chance qu'on a de la marguerite, dans le sens que ça peut permettre de coloniser ces milieux-là. Mais s'attarder aux marguerites, ce n'est pas une bonne décision en matière de plantes envahissantes. On en a d'autres qui sont autrement plus problématiques. Vous avez aussi ce que j'appelle les faux problèmes. Vous avez un faux problème, à mon avis, ben, c'est pas tout le monde qui partage cette opinion-là. Je prends la peine de le dire, mais un cas très montérégien, c'est l'entrisque sylvestre. L'entrisque sylvestre, c'est exotique et c'est très envahissant. Vous en avez ici un exemple, puis même si vous ouvrez mon bouquin, c'est tellement envahissant que j'ai mis ça dans la page couverture intérieure, parce que c'est là exactement la même image. Est-ce que c'est un problème? À mon avis, non. D'abord, il est un peu tard pour lutter contre l'entrisque sylvestre, il y en a partout. Et c'est surtout une plante qui va coloniser les talus routiers, les talus de chemin de fer, à la rigueur, les talus de fossés de drainage ou les champs en friche. Ce n'est pas une plante qui investit de façon marginale. Oui, certains boisés, etc. C'est assez marginal. Ce n'est pas une plante qui va vraiment occuper les espaces de milieu naturel. On peut essayer de lutter contre ça, à mon avis, c'est un peu perdre son temps. On est peut-être mieux de se concentrer sur des espèces autrement plus problématiques que l'entrisque sylvestre. Une autre, avant de se lancer, il faut se renseigner sur la biologie de la plante à combattre. Si vous avez bon, le cycle d'évolution dans un été d'une plante annuelle, en l'occurrence la petite herbe à poux. Quand je donne des formations, je donne toujours des informations sur la biologie, puis là, je vois les gens sont un peu des fois ça arrive, sont un peu impatients. T'sais. Il va-tu finir par arriver dans ce que je veux savoir? Qu'est-ce que je fasse m'en débarrasser, puis combien ça va me coûter? C'est correct, c'est normal et c'est l'information que je donne. Mais avant ça, il faut que je vous parle un petit peu de la biologie de la plante parce que si vous ne connaissez pas bien la biologie de la plante, vous allez faire des interventions qui sont mal ciblées au moment inopportun et ça risque en définitive d'être coûteux et peu efficace. Alors, prenons par exemple le cas de l'herbe à poux. Ça ne sert à rien de faire une intervention si les interventions sont très tardives, prenez par exemple des herbicides. Un herbicide comme la solution saline, si vous mettez ça en eau en septembre, ça ne sert à rien. C'est pas très efficace. La solution saline, dont l'efficacité est discutable, mais quoi qu'il en soit, la solution saline, si elle a un effet, ça va être en juin. Parce que trop tard dans le cycle de vie, la plante va bien résister à ce genre d'intervention-là. Chaque plante, en définitive, a son talon d'Achille, même les plus redoutables, comme la renouée du Japon ou le roseau commun. Ils ont leur talon d'Achille, mais encore faut-il bien les identifier, et ça, on les identifie en connaissant bien, justement, la biologie de la plante à combattre. C'est souvent des informations qui sont un peu balayées du revers de la main. On veut savoir tout de suite comment intervenir, mais encore faut-il pour intervenir pourquoi, à quel moment et pour cibler quel organe de la plante. C'est de cette façon-là qu'on risque en définitive d'avoir une lutte efficace. Il faut aussi agir tôt. Alors ici, je vous mets une citation. Je vais la lire. Il vaut mieux prévenir que guérir. Si à l'apparition d'une nouvelle plante, on a le soin de l'extirper, il n'en faut souvent pas davantage pour n'en plus revoir la présence. Si au contraire on attend qu'elle se soit multipliée pour songer à la détruire, il est souvent bien tard et assez coûteux de s'en débarrasser. Que voilà de sages paroles. Elles ont été prononcées quand? En 1904. Et ça, vous allez trouver ça dans un petit bouquin assez remarquable. Les mauvaises herbes dans la province du Québec, hein, différents moyens de les détruire, écrit par des agronomes en 1904. On a souvent tendance à l'oublier, mais les plantes envahissantes, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Pas dans le domaine du milieu naturel, ça c'est plus récent. On ne s'en occupe pas depuis si longtemps que ça. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus au début des années 2000, j'avais l'impression d'être dans le désert, en tout cas, du moins au Québec. Les agronomes s'occupent de ça depuis très longtemps. Et nos grands-pères avaient raison quand même, hein, de leur dire, ben, si t'attends, mon cher producteur, mon cher fermier, si t'attends que tu sois complètement envahi, ça va être long avant d'arriver au bout de ça. Mais c'est la même chose pour les plantes envahissantes en milieu naturel. Il vaut mieux intervenir le plus tôt possible. Ça ne veut pas dire de se garrocher à corps perdu puis de faire n'importe quoi. Des fois, quand l'invasion a déjà enclenché,
peut-être mieux d'attendre un an, de bien te préparer, puis faire une meilleure intervention. Et en général, il ne faut pas trop attendre. Je donne un exemple. Un bon exemple de ça, c'est la berge du Caucase. Ici, vous avez, c'est un cas réel, hein, on est dans le marais de l'île Verte, tout près de la route, et là, hop, deux plans sortent comme de nulle part. C'était vraiment bizarre. Hein, je les voyais du bord de la route, etc. Puis effectivement, l'organisme de bassin versant local me confirme, oui, on a trouvé ça. Bon, si on intervient, ça c'est des plants qui ont probablement 2-3 ans d'âge. Là, la plante arrive à maturité et est sur le point de libérer ses graines. Si on intervient avant que les graines sont libérées, vous avez deux plants, ouf, disons une grosse demi-heure d'ouvrage. Soyons généreux. Rajoutons un quart d'heure pour s'habiller, puis bon, etc. C'est tout. C'est fini. Si on attend trop tard, c'est-à-dire si on intervient après la libération des graines, bon, on risque de se ramasser avec ça. Et ça, c'est un cas réel en estrie. Et pourquoi? Ben parce qu'un plant peut produire à peu près 15 à 20 000 graines. Et ces graines-là persistent dans le sol. Bon, la grande majorité vont disparaître après une année, mais il y en demeure pas moins qu'il y a beaucoup qui vont vivre encore quelques années. Et là, c'est plus l'affaire de quelques minutes, c'est l'affaire de quelques années. Pas en continu, mais néanmoins, vous devrez retourner sur le terrain de manière répétée sur plusieurs années avant de venir à bout d'une invasion comme celle-là. Puis quand vous êtes aux prises avec ce que vous voyez devant votre écran, là, oulala, c'est tout un contrat. Hein? C'est très bon. Vous la connaissez sans doute, j'imagine, la berge du Caucase, c'est une plante qui provoque des brûlures. C'est pour ça que les gens sont habillés comme s'ils étaient sur la planète Mars pour essayer de s'en protéger. Puis imaginez un végétal comme celui-là, là, c'est tout un contrat de se débarrasser de ça. Donc, plus l'intervention est hâtive, moins elle sera chère. C'est pour ça que des fois, on va y aller de façon très musclée. C'est peut-être un peu cher au début, mais ça va nous éviter des coûts récurrents les années subséquentes qui, en définitive, vont nous coûter plus cher que l'intervention initiale. Choisissez bien vos combats aussi. Ça, c'est un paysage que vous voyez si vous êtes dans la Montérégie. Là, vous ne tombez pas en bas de votre chaise devant un paysage comme celui-là. C'est ça. Donnez-moi, mais je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée d'investir. Vous voyez, c'est votre quotidien en quelque sorte. Est-ce qu'on peut lutter contre ça? Donnez-moi 1 million, moi y arriver. Mais je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée d'investir 1 million et plus pour se débarrasser du roseau, sachant notamment qu'il va revenir. Il y a des combats qui sont utiles à mener, il y a des combats qui c'est un petit peu tard. Donc, il y a peut-être d'autres priorités. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rien faire, notamment en termes de confinement, mais dans ce cas-ci, on pourrait considérer à juste titre que à moins de profiter de l'occasion de très grands travaux routiers, là, je pourrais y revenir dans quelques instants, mais dans ce cas-ci, on pourrait considérer à juste titre que les bénéfices potentiels de la lutte sont inférieurs au coût que cette lutte-là pourrait engendrer. Je vous fais remarquer aussi, c'est parti en vrai dans une région comme Montérégie, que les routes, hein, c'est des habitats, c'est des corridors par excellence. Pourquoi on a beaucoup plus de problèmes de plantes envahissantes qu'on en a eu à une certaine époque? Et je fais surtout allusion avant les années 1960, malgré le fait que beaucoup de ces envahisseurs-là étaient déjà présents depuis parfois plusieurs décennies, c'est parce qu'on leur a créé un habitat par excellence. Et les corridors routiers, en termes de talus, puis en termes de corridors de dissémination, c'est vraiment excellent pour la dissémination de plusieurs de ces plantes envahissantes-là. Et lorsque vous vous trouvez dans une région avec un réseau routier assez dense, ben forcément, vous avez plus de problèmes potentiels puisque vous avez l'habitat qui peut accueillir ces espèces-là. Alors, de la même manière, si vous allez dans le parc national des îles de Boucherville, où se trouve probablement la plus grande colonie de roseaux communs, pas toujours en un seul tenant, là, vous voyez, c'est plusieurs colonies disjointes, mais au total, là, en tout cas, quand on a travaillé là, moi et mon équipe, au début des années 2010, là, on parlait de plus de 100 hectares. Est-ce qu'on peut lutter contre ça? Bon, remarquez, en Ontario, ils le font. Et ils le font depuis longtemps aux États-Unis. Maintenant, en Ontario, ils le font avec des permissions spéciales, mais on parle ici d'arrosage au glyphosate aéroporté jusqu'à 5 arrosages. Et là, je peux effectivement, en utilisant cette méthode-là, faire réduire le couvert de roseaux communs de 100% à 1%. C'est efficace. Il y a juste des conséquences environnementales. Je ne suis pas nécessairement anti-glyphosate, mais à un moment donné, dans les milieux humides, j'ai comme un peu de misère avec ça, notamment par rapport
aux amphibiens qui supportent très mal cet herbicide et l'adjuvant qui lui est associé. Mais au-delà de ça, c'est un never-ending story. Hein. C'est-à-dire, si vous abandonnez cette lutte-là, donc vous êtes condamné à faire cette lutte-là avec des herbicides année après année, après année, après année. Bon. Et là, se pose la question, est-ce que ça n'en vaut la peine? Ben, c'est discutable, je vous dirais, à bien des égards. Et on est peut-être mieux de concentrer les interventions sur des combats qu'on a des chances de gagner en définitive, avec des moyens, somme toute, raisonnables. Les plantes envahissantes, c'est un problème. Ce n'est pas forcément le plus grand problème environnemental que vous avez dans votre région. Et si vous devez investir dans la lutte, ben, il faut le faire quand même de façon assez raisonnée. Un autre combat qui est particulièrement difficile, c'est celui contre la renouée du Japon en milieu riverain. Bon, ce que vous voyez à l'avant-plan, ce n'est pas de la renouée du Japon, là, ça c'est du cornouiller, mais pour l'essentiel, ce que vous voyez sur cette diapositive, c'est un bras de la rivière Etchemin où j'ai beaucoup travaillé avec mon équipe, qui est envahi, vous aurez l'occasion de voir dans quelques instants, par la renouée du Japon, mur à mur. Est-ce qu'on peut lutter contre ça? Ouf, ça c'est tough. La renouée du Japon, c'est probablement l'envahisseur végétal le plus difficile à combattre dans les milieux naturels qu'on a à l'heure actuelle. Et en plus, comme on se trouve dans un milieu riverain, là, il y a toutes sortes d'interdictions qui s'appliquent, pas d'herbicides, pas d'excavation, etc., sauf permission spéciale, etc. C'est assez complexe à obtenir. Et là, ouf, est-ce que le combat en vaut la peine? Ben, je vous donnerai tantôt un contexte où ça en vaut la peine, puis un autre contexte où peut-être on est mieux de passer à autre chose, malheureusement. L'idéal étant évidemment de jamais se retrouver dans une situation aussi précaire que celle que vous voyez à l'heure actuelle. Et en définitive, choisir ses combats, ben ça commence avec des bonnes cartes. Ça a l'air de la base, là, mais moi, souvent, les gens m'appellent et disent Monsieur Lavoie, papa, papa, papa. Oui, avez-vous une carte? Ah non. Ben, je dis, comment puis-je vous aider à ce que vous preniez des meilleures décisions si vous n'avez pas justement un outil aussi de base que ça? Et je vous dis tout de suite, là, il n'y a pas d'économie à faire sur l'aspect cartographique. Ben, évidemment, ça dépend du contexte. Là. Quand j'ai quelqu'un qui m'appelle, j'ai de la renouée sur mon terrain, etc. Non, non, je ne dis pas de faire une carte, là. D'autres choses à faire. Mais lorsque vous envisagez la lutte sur des plus grands territoires, l'aspect cartographique est important. Il n'y a pas d'économie à faire. C'est pas si cher. On peut faire ça souvent avec des outils très simples. La carte que vous avez de la renouée du Japon que vous avez à votre droite, c'est fait avec Google Earth. C'est pas même pas. On prend un peu d'entraînement, on s'entend, mais c'est quand même pas si compliqué que ça. Il y a plein d'outils qu'on peut faire ça avec des moyens raisonnables et avoir des cartes de bonne qualité. J'ai d'organismes qui disent Ah, on va faire du mériophile. Beaucoup d'organismes qui disent Ah, on va faire une carte, on va donner à une petite entreprise 500 $ à faire une carte. Elle va peut-être le faire, mais une carte à 500 $, ça donne une carte à 500 $. C'est pas. Ben, écoutez, cette pauvre boîte fera ce qu'elle peut avec l'argent qu'elle aura, mais ça risque de donner des résultats à l'avenant et vous risquez de prendre des mauvaises décisions parce que la carte ne sera pas assez précise, ne sera même carrément pas bonne dans certains cas. Donc, il n'y a pas d'économie, à mon avis, à faire sur ce point précis-là. Et une fois que vous avez cette bonne carte-là, et j'aurai l'occasion de revenir dans quelques instants sur ce que vous voyez à votre droite, donnez-vous des objectifs clairs et réalistes. C'est probablement un des points sur lesquels les gens qui font de la lutte ont le plus de difficultés. Pas d'objectif clair. Là, on va faire la lutte. OK? Mais sur quoi? C'est quoi votre objectif? Et souvent, les objectifs ne sont pas très réalistes. Ah, je veux éradiquer la renouée du Japon. Ah oui. Hey, c'est un bon contrat, ça. Ça se fait. Donnez-moi 1 million. C'est toujours la même chose. Je fais toujours la même boutade aux gens. Les gens partent à rire, évidemment. Donc, il faut qu'il y ait une correspondance entre l'objectif et les moyens qu'on a à sa disposition pour y arriver. Et souvent, je dis aux gens, votre objectif il est raisonnable, mais vous n'avez pas les moyens pour y arriver. Baissez votre seuil, donnez-vous des objectifs plus réalistes ou laissez faire carrément si vous n'êtes pas capable. Mais c'est quand même important. Aussi une planification sur le long terme. Ça, c'est un autre aspect où le bas blesse souvent. On fait une intervention très ponctuelle. 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Moi, je dis, planification, ça doit être au moins, ça dépend un peu de l'espèce, mais en général sur 5 ans. Oui, mais je n'ai pas l'argent pour 5 ans.
c'est clair, mais ça ne vous empêche pas d'avoir un échéancier à plus longue échéance qui est à reporter la recherche, à poursuivre la recherche de financement d'ici quelques années. Et souvent, les objectifs sont à trop court terme avec des opérations à la pièce. Les opérations à la pièce, avec les plantes envahissantes en général, ça ne donne pas de très bons résultats. Budget conséquent, évidemment. C'est bien beau de se donner des objectifs X, mais encore faut-il avoir les moyens de mettre en œuvre les stratégies, puis faire aussi appel à des services professionnels. Faire appel à des services professionnels, ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais faire appel à des services, à des citoyens qui vont travailler. Je le vois surtout dans les cas de Mériophile IP, les associations de riverains, etc. Certains, moi je travaille avec une association de riverains au lac des Abénakis. Vous avez peut-être vu un reportage récemment à la Semaine verte. Ces gens-là, ils sont super forts au niveau technique et ils peuvent faire un très bon travail. Mais souvent, c'est plus suffisant maintenant. Dans le sens que souvent, la lutte s'est beaucoup complexifiée depuis quelques années, notamment au niveau stratégique. Et des fois, ben, il faut faire appel à des services professionnels, ne serait-ce que pour la création d'un plan conséquent. Donc, les services professionnels, il n'y en a pas tant que ça qui en offrent de nos jours. Il y a quand même des organismes de bassin versant, d'autres ONG en environnemental, dont Nature Action Québec, des entreprises privées aussi offrent ce genre de service-là. Donc, trouvez un organisme de confiance ou une entreprise de confiance et je pense qu'en définitive, cet investissement-là peut être rentable. Puis en définitive, une bonne carte, ben, prenons par exemple le cas de la rivière Etchemin. La lutte à la renouée du Japon dans le secteur aval, donc entre Saint-Anselme et Lévis, c'est un petit peu tard. C'est un petit peu tard. Il aurait fallu y arriver avant. Les clones de renouée du Japon se comptent par milliers, etc. Investir dans cette lutte-là, ça serait déraisonnable au regard des bénéfices escomptés puis du coût que ça peut engendrer. Par contre, dans la section amont, donc entre ici Saint-Malachie et Saint-Anselme, la question est différente. Oui, il y a quelques clones, mais il n'y en a pas tant que ça en définitive. Et si on veut vraiment faire en sorte que ce tronçon de rivière-là soit libre de renouée du Japon, on peut investir, on peut y arriver avec des moyens, somme toute, assez raisonnables. Alors, c'est là où on voit qu'une cartographie peut éventuellement faire la différence. Voilà, donc premier tronçon, premier segment de ce webinaire. Je suis en feu aujourd'hui. Je déballe la marchandise. Peut-être j'avais été un peu essoufflé par ça. Donc, moi, je suis un peu essoufflé. Donc, on prend une pause. Anne-Marie, s'il y a des questions, je suis à l'écoute. Oui, parfait. Donc, c'est ça notre première séance de questions. Puis, si vous en avez, les écrire dans le clavardage dans l'onglet animateur. Donc, on va pouvoir prendre quelques questions avant de poursuivre avec la deuxième partie. Sinon, Anne-Marie, les personnes peuvent être invitées à écrire leurs questions et puis on peut se reprendre dans la deuxième session de clavardage. Oui, bon, il y a une première question qui vient d'arriver. Il y avait un petit délai, je crois. Donc, y a-t-il des critères plus spécifiques pour décider d'intervenir ou non? Par exemple, le nombre de tiges par hectare, pardon. C'est difficile de répondre à cette question-là parce que vous vous en doutez sûrement, c'est spécifique. Ça dépend de l'espèce en question. En fait, il y a plusieurs critères. Bon, d'abord, ça dépend de l'espèce. Ça dépend des moyens que vous avez à votre disposition. Ça dépend de vos objectifs. Puis ça dépend aussi de l'enjeu de la lutte. Souvent, on me propose, je vais vous donner un exemple concret. J'ai de la renouée de Japon, j'ai un milieu humide, il faut que j'intervienne. Non, pas forcément, parce que la renouée du Japon, oui, c'est un problème, mais ce n'est pas un problème très important en milieu humide. Ce n'est pas une espèce qui investit les milieux humides. Les milieux riverains, oui, mais pas les milieux humides. Donc, est-ce que j'investirais des gros montants dans cette lutte-là? Probablement pas. Par contre, vous avez, je le disais souvent, un peu en boutade, prenez-moi pas. Quand on arrive au niveau du lac Saint-Pierre, on le voit se marier. Si j'avais un roseau qui commencerait à s'étaler là-dedans, là, je le dis en boutade au niveau du lac Saint-Pierre, on le voit ce marais-là, il est très facile. Super beau, il n'y a pas de roseau là-dedans.
Si j'avais un roseau qui commencerait à s'étaler là-dedans, là, je le dis en boutade, là, mais j'arriverais avec mon baril de Roundup m'en débarrasser. Là. Là, ça vaut la peine d'investir parce qu'il y a un danger réel, particulièrement dans l'écosystème du lac Saint-Pierre. Donc, c'est très dépendant du contexte. Je ne peux pas répondre à cette question-là parce que c'est beaucoup trop dépendant de l'espèce et du contexte. Super, merci. Entre-temps, on a eu d'autres questions. Il y a quelqu'un aussi qui nous dit qu'il n'y a plus de son. Est-ce que c'est réglé? De mon côté, ça fonctionne bien. Donc, vous pouvez nous écrire là, si ça fonctionne, sinon je vais vous écrire directement. Donc, deuxième question qu'on a reçue. Donc, sans nécessairement faire de publicité, avez-vous des exemples d'entreprises qui peuvent être contactées pour débuter les études d'envahissement des EVE par la cartographie? Par exemple, le fragmite dans les tourbières. Oui, bon, évidemment, ce serait un peu indélicat là, de le faire de vive voix comme ça. Il y a quelques entreprises au Québec qui se sont spécialisées dans ce domaine. J'ai même formé moi-même dans ces étudiants qui ont fondé leurs entreprises. Il y a aussi des ONG en environnement qui ont depuis quelques années développé une solide expertise en la matière. Moi, ce que je vous suggère, monsieur ou madame, je ne sais pas à qui m'adresse la parole, mais je vous suggère, si vous voulez, de me contacter par courriel et le cas échéant, je serai mieux en mesure de répondre à votre question pour des cas très spécifiques. Super, merci. Donc, c'est ça, on avait une autre question qui demandait si c'est possible de vous contacter pour valider la question. Donc, vous venez d'y répondre. Donc, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Je suggère qu'on poursuive et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire dans le clavardage et puis on y répondra à la prochaine petite période de questions. Parfait. Alors, commençons donc avec le cœur de ce webinaire-là, la lutte. Alors, je fais une revue des différentes techniques, évidemment, mais ça reste une revue je pourrais dire, c'est un survol. Là. Si vous voulez plus de détails, il y aura moyen de trouver de l'information supplémentaire ailleurs, comme je vous l'ai indiqué en début de webinaire. Commençons avec l'arrachage. Moi, quand je suggère l'arrachage, des fois, les gens me regardent avec un drôle de sourire. Ben oui, l'arrachage. Et des fois, c'est à peu près la seule chose qui fonctionne. Un cas particulier qui est vraiment la seule technique, c'est la lutte à l'impatiente glanduleuse. C'est pas très abondant encore. Il y en a beaucoup, c'est-à-dire c'est pas très difficile à trouver dans les environnements naturels. C'est pas un la renouée du Japon, mais ça ne saurait tarder. Parce que c'est un invasion, ça ne saurait tarder. Parce que c'est un investisseur sur une plante annuelle, c'est un investisseur assez impressionnant. Et voici le genre de choses auxquelles vous pourriez être confronté dans un avenir plus ou moins rapproché. Alors, on est vraiment dans un ruisseau au niveau agricole et là, les plants se comptent par dizaines de milliers. La seule chose pour se débarrasser de ça, dans une intervention en milieu riverain, c'est de l'arrachage et heureuse. Et ça se fait assez bien, somme toute, parce que c'est une plante, d'abord, c'est une plante annuelle et c'est une plante qui est assez facile à déraciner. On tire là-dessus. Là. Je fais toujours le test avec les gens quand ils viennent voir justement ce site-là. Je dis tire dessus. Oh, oh, pas capable, pas capable. Ben, ça s'enlève. Un enfant serait capable d'enlever ça. Mais évidemment, c'est quand même beaucoup. Mais pourquoi se débarrasser de l'impatiente glanduleuse? C'est parce que c'est une plante annuelle, elle occupe tout l'espace, elle dégarnit le couvert végétal et ce couvert végétal-là, absent, ne protège plus les berges le printemps venu. Voici un peu à quoi ressemble le ruisseau Sainte-Geneviève au mois d'avril. La crue, entre guillemets, c'est pas vraiment une crue, là, mais l'essentiel de l'eau a été, le résultat de la fonte a été évacué et vous voyez un peu les conséquences. Bon, c'est un peu accentué aussi par le mode de gestion agricole qui n'est pas particulièrement respectueux de l'environnement dans ce cas-ci. Il n'en demeure pas moins, donc, des effets d'érosion assez forts qui ont été mesurés. Ils ont été mesurés surtout en Suisse dans des contextes sans glace. Et vous voyez que les pertes de sol peuvent être quand même assez importantes. Et transposé au contexte de Chaudière-Appalaches, où je travaille beaucoup, j'ai beaucoup d'exemples de Chaudière-Appalaches, parce que je travaille beaucoup dans cette région-là, ainsi que dans le Bas-Saint-Laurent, moins en Montérégie, même si j'ai déjà mis les pieds pour d'autres travaux. C'est quand même des pertes de sol qui, parce qu'évidemment, du sol pour un producteur agricole, c'est des sous aussi. C'est particulièrement vrai, notamment dans une région aussi agricole que la Montérégie. Ça peut être des gros sous, ça, en définitive. Perdre un sol, c'est carrément voir éventuellement sa productivité, sa production végétale s'évanouir dans la nature.
Alors, comment on peut arracher ça? On peut se débarrasser de ça? On peut faire une campagne d'arrachage, c'est très simple. Ça ne prend pas de la technologie ben là-dedans. Là. Et je l'ai testé, vous voyez, celui avec la casquette rouge, un de mes anciens étudiants, Michael Leblanc. Et je lui ai demandé, je dis, tu vas me faire une campagne d'arrachage à titre expérimental, puis tu vas surtout évaluer combien ça va coûter, cette campagne-là. Et il l'a fait, on a fait une publication là-dessus. Alors, on a estimé que pour faire par kilomètre de ruisseau, il faut travailler 2 étés, parce qu'on finit toujours par en oublier un été, le premier été, il faut revenir un deuxième été. Ça revient à 24 000 de la lutte, là, telle qu'elle, 24 000 par kilomètre de ruisseau. Bon, c'est un coût, c'est pas donné. Il faut mettre les choses en perspective. Ce même ruisseau-là, l'érosion est tellement forte, en partie à cause de la renouée, pas de la renouée, à cause en partie de l'impatiente, mais aussi de d'autres phénomènes. Mais quoi qu'il en soit, le ruisseau était bloqué. À un moment donné, c'est bloqué. Ce qui a provoqué des inondations en amont et qui a inondé des maisons dans le village de Saint-Isidore. Qu'a dû faire la municipalité, rentrer avec une pépine et rafraîchir le ruisseau. Coût de l'opération, 30 000 du kilomètre du ruisseau. Alors, 24 000 c'est beaucoup, mais 30 000 c'est encore plus. Donc, bon, évidemment, il y a une certaine récurrence dans ces opérations-là, dans un cas comme dans l'autre, parce que c'est difficile de se débarrasser d'une plante envahissante à 100%. Et c'est juste pour vous dire que des campagnes comme celle-là, même si c'est des choses aussi low-tech que de l'arrachage manuel, et en priori un peu coûteux, ben, ça peut en définitive être quand même assez avantageux là, quand on met les choses en perspective. Il y en a même pas moins que les campagnes d'arrachage, et c'est surtout c'est sympathique. Là, c'est le cas classique, un clone de renouée du Japon fait par une organisation citoyenne. De choses assez étonnantes pour la renouée du Japon, c'est peut-être une des choses qui marche le mieux. Toutes choses étant égales par ailleurs, si vous êtes très patient, j'ai vu, moi je demeure à Québec, et j'ai vu des organisations citoyennes s'attaquer à des clones de renouée du Japon, et ma foi, c'est assez impressionnant. Ils sont patients. Là. On s'embarque pour quelques années avant d'y arriver, mais ça donne des résultats intéressants. Je vous en donne un exemple ici que j'ai suivi que je suis pendant quelques années. On est au village de Saint-Fabien-sur-Mer. Vous êtes peut-être déjà allé là, il y a une chapelle, puis en face de la chapelle, il y avait un clone de renouée du Japon. Puis les citoyens ont dit on va s'en débarrasser. Ils me consultent, je dis arracher. Vous n'avez pas beaucoup d'options, vous êtes sur le bord de l'eau. Ben, ils ont commencé en 2016, ils font 3 arrachages par année. En 2017, 2018, 2019, 2020, il en reste la renouée du Japon. C'est probablement une opération qui va s'étaler sur une dizaine d'années, mais toutes choses étant égales, c'est probablement aussi efficace que n'importe quel herbicide. L'herbicide qui, comme je le dis, est souvent un coup de massue, mais rarement un coup de grâce, en tout cas dans le cas de la renouée du Japon. Donc c'est sympathique. Évidemment, on ne fait pas ça sur des centaines et des centaines de mètres carrés ou des hectares, etc. C'est pas très réaliste. Il y en a au moins pour des opérations ponctuelles et pour impliquer notamment des organisations citoyennes dans des lieux stratégiques. Ça peut être quelque chose d'assez intéressant, même si ça paraît a priori un peu artisanal. Ce qui est un peu plus intéressant à plus grande échelle, c'est l'arrachage ciblé et précoce, et particulièrement dans le cas de la renouée du Japon. Souvent, vous avez c'est une initiative qui a pris naissance au Vermont, puis les gens disent hey, combattre des gros clones, là, ça coûte cher, on n'y arrive pas, etc. Mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est qu'au printemps, lorsque les fragments de tiges et surtout de rhizomes, de racines, ont été disséminés par les glaces, que ces fragments-là arrivent, bien, on peut parcourir les rives puis les arracher. Et là, on va empêcher, on ne se débarrassera peut-être pas des clones qui sont déjà présents, mais on va empêcher une invasion de prendre son expansion. C'est pas si difficile que ça, hein, c'est des petits morceaux, etc. En autant évidemment qu'ils ne soient pas trop abondants. Et revenons au cas que je vous ai mentionné de la rivière Etchemin. Bien évidemment, si vous envisagez une campagne d'arrachage ciblée dans le carré rouge que vous voyez en haut, là, avec des centaines, pour ne pas dire des milliers de fragments qui sont disséminés année après année, tellement les clones de renouée sont abondants, non, il est trop tard. Ça demande, on l'a testé, ça se ferait, mais c'est beaucoup trop de travail. Par contre, dans la section en amont, c'est-à-dire ce que vous voyez dans le carré vert, dans la section de 10, écoutez, juste pour vous dire, dans la section de 10 km là, en aval, là, on a trouvé peut-être à peu près 5-6 000 fragments.
Tandis que dans la section en amont, on a trouvé 12 pour une distance équivalente. Alors, c'est beaucoup de travail de recherche pour très peu de fragments, mais c'est la moitié du temps. Et en définitive, ça permet surtout de juguler une invasion dès le départ. Et si de surcroît, vous avez quelques petits points rouges, on élimine petit à petit les clones de renouée de Japon, ben on peut venir à bout d'une invasion. Et on l'a chiffré. On a chiffré avec l'aide d'organismes de bassins versants et d'autres entreprises. Ça reviendrait pour à peu près 25 km de rivière, donc 50 km de rive, à peu près à 120 heures personnes et de 4 000 à 8 000 $ par année pour faire cette opération-là d'arrachage précoce. Alors, oui, c'est un investissement, mais vous voyez, c'est un investissement qui n'est pas déraisonnable, qui n'est pas complètement débile, etc. Là, on peut financer on peut financer ce genre de campagne-là. Donc, ça met un peu les choses en perspective. C'est un objectif plus réaliste, des moyens simples, pas très compliqués. Ça ne demande pas du personnel très hautement qualifié. Et on peut, de cette façon-ci, juguler l'invasion avant qu'elle ne prenne une trop grande envergure. Donc, c'est une façon d'y arriver. Il y a évidemment d'autres méthodes qu'on peut utiliser, et c'est ce que j'aborde dans quelques instants. La fauche ou la tonte. Ça, c'est probablement ce qui revient le plus souvent. Et là, le classique, c'est on dit, oui, on va faucher régulièrement, on va épuiser ainsi les réserves de la plante. Je dis tout le temps en riant, monsieur, madame, vous allez vous épuiser pas mal plus vite que vous allez épuiser la plante. Et c'est particulièrement vrai pour les plantes à rhizome, la renouée du Japon, le roseau commun, euh, probablement l'herbe à puce, etc. La plupart des plantes qui vont proliférer sous la surface du sol avec un réseau de rhizomes, donc des racines rampantes qui s'étendent dans toutes les directions, ce sont des organes qui accumulent des réserves en quantité extraordinaire et vous auriez beau faucher ad vitam aeternam, c'est assez rare. En fait, très, très, très rare les initiatives qui sont venues à bout de plantes envahissantes par la seule action de fauche. Rappelez-vous que vous êtes en Montérégie. Le ministère des Transports fauchait les talus routiers à une certaine époque 8 fois par année. Y a-t-il un endroit où il y a plus du roseau commun que sur les talus autoroutiers? Bon, donc ça c'est pour faire image. Donc, la fauche, en général, ça ne marche pas, à une exception près, j'y arrive dans quelques instants. Attention, des fois, c'est la seule option que vous avez à votre disposition et parfois, ça reste une blessure. La plante, elle n'aime pas ça, se faire faucher. Bon, une première fauche, elle peut réagir de façon positive, entre guillemets. Elle va souvent densifier le nombre de ses tiges. Les fauches subséquentes, ça va quand même faire un peu mal. Tant que vous n'abandonniez pas la fauche. Elle a dit, un jour ou l'autre, il va se tanner, moi, me repousser par la suite. C'est souvent la plupart du temps ce qui arrive. Mais des fois, c'est une stratégie qui n'est pas nécessairement bête, mais si l'objectif, mais dans ce cas-ci, l'objectif, c'est de contenir l'envahisseur. Évidemment, si vous le fauchez à répétition, lui, il va avoir de la misère à prendre de l'expansion, donc il va rester là où il se trouve plutôt que de prendre de l'expansion. Mais vous vous débarrasserez très rarement d'un envahisseur qui produit des rhizomes avec la fauche et la tonte. La situation est un peu différente pour des plantes annuelles, comme par exemple l'herbe à poux. L'herbe à poux, c'est une plante annuelle. Là, la fauche prend tout son sens parce que l'objectif, il est double. D'abord, empêcher la plante de produire des fleurs, donc du pollen allergène qui cause le rhume des foins. Et Dieu sait si dans la région de la Montérégie, vous êtes aux prises avec ce problème parce qu'il y a de l'herbe à poux partout. Et aussi, l'objectif, c'est d'empêcher la plante de produire ses graines. Or, la plante passe l'hiver sous la forme de graines. Donc, si vous empêchez la production de graines, bon, dans le cas de l'herbe à poux, il y a un réservoir dans le sol quand même. Ça peut prendre un certain temps avant d'éliminer ce réservoir, mais il n'en demeure pas moins que si vous éliminez une production de graines, ben, l'année suivante, vous devriez en principe avoir moins d'herbe à poux. Donc, dans ce cas-ci, la tonte ou la fauche peuvent être des interventions intéressantes. En fait, c'est probablement celle qui est la plus efficace en définitive pour empêcher justement la plante de proliférer et de produire son pollen allergène. Encore faut-il le faire de la bonne manière. Ça, vous avez un exemple classique de ce qu'il ne faut pas faire. Ça, on n'est pas dans la région de la Montérégie, là, on est dans la région de la capitale nationale. Ça, c'est le cas classique, là. On fauche le talus. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le Bas-Saint-Laurent, puis des fois, tu sais, j'avais des webinaires avec les gars en lutte contre l'herbe à poux, puis là, c'est des cols bleus, là. Ils sont intéressés par la question, ils posent des questions drôlement pertinentes. Là, je leur demande, pourquoi vous fauchez le talus? Là, c'est réel. Ouais, mais pour faire propre pour la visite. C'est le festival de machin. Oui, c'est très
bon, c'est intéressant. Moi, je trouve pas ça si beau que ça, là, mais bon. Mais ça ne sert à rien, faucher un talus dans le cas de l'herbe à poux, parce que vous voyez où on a fauché, et vous voyez où l'herbe à poux se trouve, elle n'est pas dans le talus, elle est sur le bord de la chaussée. Combien de fois j'ai vu ça? C'est incroyable le nombre de fois que je vois cet exemple-là. On fauche le talus en pensant se débarrasser de l'herbe à poux, et ainsi de suite, et pour faire propre. Puis pendant ce temps-là, on laisse les quelques premiers décimètres sur le bord de la chaussée où se trouve très précisément l'herbe à poux. Bref, c'est une intervention qui est inutile. Donc, encore faut-il, c'est des interventions utiles, mais encore faut-il les faire au bon endroit et au bon moment. Et c'est pas si cher que ça, là. C'est une fauche contre l'herbe à poux, c'est 7 à 8 du kilomètre, là. Je tiens les chiffres du ministère des Transports. En comparaison avec un épandage de solutions salines, c'est 150 du kilomètre. Il faut un penser-y bien. Encore faut-il aussi le faire au bon moment. À Montérégie, on va plutôt opter mi-juillet, mi-août, début septembre. On va souvent vous suggérer faire 2 interventions. Avec le réchauffement du climat, moi je vous dis qu'on est pas mal rendu à 3 interventions maintenant parce que un des problèmes de la tonte, notamment, c'est que ça ne tue pas la plante. Hein. Souvent, on va refaire des rejets de tiges, etc. D'où la nécessité de faire plusieurs interventions. Mais quand c'est fait de façon appropriée, ce n'est pas la panacée, la solution miracle, mais à tout le moins, ça peut donner d'assez bons résultats pour les plantes annuelles. Une autre stratégie aussi plus coûteuse, plus ponctuelle, mais qui donne de bons résultats, c'est d'excaver et d'enfouir. Ça, c'est une technique qui avait été développée par un de mes anciens étudiants, Sam Karatanas, qui travaillait au Parc national des îles de Boucherville. Je vous ai dit que dans ce parc-là, dans les milieux humides, est un petit peu tard. Mais par contre, vous êtes déjà allé, je suppose, enfin, si vous restez dans la région de Montérégie, dans ce parc national-là, il y a des champs, certains sont cultivés, d'autres sont à l'abandon, et ces champs-là à l'abandon, les fossés de drainage sont bourrés de roseaux communs. Et nous, on avait averti les autorités du parc, si vous n'agissez pas, vos champs à friche vont être littéralement des champs de renouée, pas de renouée, mais des champs de roseaux communs, parce que la plante progressait de proche en proche des fossés vers l'intérieur des champs. Alors, une des solutions qui a été adoptée, qu'on avait testé de façon expérimentale, c'est qu'on fait un trou assez profond, on prend le moton de roseau, on le fout dans le fond, à l'envers, on recouvre ça avec un bouchon de sol argileux sain, sans rhizome de roseau, et ça fait la job. C'est aussi efficace que n'importe quel herbicide. C'est jamais efficace à 100%, mais c'est une efficacité autour de 99%. C'est une stratégie intéressante. Elle est coûteuse, mais elle peut être appropriée en certaines circonstances, mais c'est surtout bon pour les structures linéaires. Vous savez, des structures très circulaires là, qui s'étendent sur des dizaines et des dizaines de mètres carrés, c'est un autre contrat là, de travailler là-dessus, de faire des gros trous, etc. Mais dans les structures linéaires, ça peut être une stratégie intéressante, quoique coûteuse, et donc pas à la portée de toutes les bourses. Une autre chose dont je peux vous parler, mais vraiment pas beaucoup, c'est une technique que je développe avec une entreprise, le groupe Nado. Je ne peux pas vous en parler beaucoup parce que je suis tenu au secret industriel pendant encore au moins une année complète. C'est l'entreprise qui a subventionné 100% de ces travaux-là, où on dévitalise les sols qui contiennent des rhizomes, de roseaux communs et de renouées du Japon. Les pires. Les pires. L'objectif étant, bien sûr, de pouvoir réutiliser ces sols-là. Ce que vous voyez, c'est à peu près la seule chose que je peux vous montrer sur le procédé. Et encore là, il en manque un gros morceau, il manque une grosse machine là-dedans. Je ne peux pas, malheureusement, pas vous en donner. Ce que vous voyez là, j'ai eu l'autorisation du groupe Nado de vous montrer ça. Je vous en parle parce que le procédé de dévitalisation mécanique des sols, il est maintenant à point. On a terminé nos travaux pour ce qui est des sols avec le roseau commun. Et notre ultime test, c'était de dévitaliser un sol qui contenait des rhizomes de renouée du Japon. Les rhizomes de roseau commun, là, c'est moumoune comme rhizome. Parce que quand tu arrives avec la renouée du Japon, ça, c'est une autre paire de manches. Alors, je vous donne encore là une des rares choses que je suis capable de vous montrer avec l'autorisation du groupe Nado. Voici un sol excavé qui contenait des rhizomes de renouée du Japon et qu'on a déposé là, donc qui n'est pas traité. Alors, vous voyez que la renouée, hein, ça n'a pas pris de temps. Il y en a partout. Le sol traité maintenant, ben voici à quoi ça ressemble. Je suis assez content. C'est vraiment assez impressionnant le résultat qu'on obtient. Le procédé n'est pas encore 100% à point. On a encore quelques ajustements à faire au printemps prochain. Mais normalement, on passe dès l'été prochain en phase opérationnelle.
Évidemment, des procédés comme ça, c'est très coûteux, mais c'est moins coûteux que de prendre le sol et de l'envoyer au site d'enfouissement sanitaire, là, si vous en avez des quantités quand même assez importantes. Et l'avantage de ce procédé-là, c'est que c'est un procédé en circuit fermé. On peut le faire en circuit fermé. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'exporter les sols. Je vous en parle parce que dans la région de la Montérégie, vous avez beaucoup de renouées, vous avez beaucoup de roseaux, etc., beaucoup de grands travaux routiers, donc, ou d'autres chantiers de grande envergure. Donc, ces procédés-là peuvent être intéressants. Si jamais ça vous intéresse d'en apprendre davantage, contactez-moi. Je vous mettrai en rapport avec la personne du groupe NADO, Joshua Turgeon, qui s'occupe de ça. Ça peut peut-être éventuellement être une option intéressante pour vous. Et voilà, deuxième partie du webinaire. Alors, je suis prêt à prendre des questions, Anne-Marie, s'il y en a, ou sur le point d'être expédié. À toi la parole. Oui. Bien, on en a reçu là, pendant la dernière partie. Donc, je vais commencer par ceux-là, mais si vous en avez des nouvelles, vous pouvez les écrire toujours dans le clavardage animateur. Donc, on a eu une première question qui demandait si on veut seulement contrôler la propagation sans nécessairement éliminer l'occurrence, est-ce que c'est une bonne idée d'exploiter la biomasse pour produire de l'énergie ou du biochar ou est-ce que c'est trop risqué d'entraîner une propagation à d'autres sites? On précise en disant, par exemple, en retirant seulement la partie aérienne et conservant la partie souterraine pour continuer d'exploiter l'espèce et éviter de perturber des rives, par exemple. Ouais, c'est une question récurrente. Je l'ai surtout pour le cas particulier du roseau, du phragmite, où effectivement la question revient à intervalles réguliers. Je ne sais pas pourquoi, depuis quelque temps, j'ai beaucoup de questions là-dessus. Potentiellement, oui, ça pose deux problèmes. D'abord, il y a un problème d'approvisionnement. C'est fou à dire. Un problème d'approvisionnement avec le roseau commun. Oui, parce que aussi qu'il y en a du roseau commun sur le bord des autoroutes. Essayez d'imaginer une moissonneuse-batteuse sur le bord d'une autoroute. Là, tous les gens qui ont fait des interventions avec le ministère des Transports pour éventuellement aller chercher la matière première qui est abondante dans les talus autoroutiers ont eu des fins de non-recevoir. Je sais que dans le Bas-Saint-Laurent, là, il y a un projet en gestation par un centre d'agriculture qui va aller un petit peu plus loin là-dessus. Là. Il y a une certaine ouverture apparemment par rapport à ça, mais pour des raisons de sécurité et aussi pour des raisons presque philosophiques, on n'est pas très enclin à ça. Il y a d'autres écueils qui risquent de survenir. Notamment, vous risquez d'avoir un petit peu de problème avec, par exemple, le ministère de l'Environnement ou le ministère de la Forêt Faune Parc, qui ne verront pas nécessairement de bon oeil qu'on utilise une plante envahissante. En fait, ça fait du sens, là, remarquez bien. Là, c'est pas, c'est- le sens commun dicterait d'utiliser ces espèces-là tant qu'elle les laisser là. Mais quel est le message qu'on envoie en permettant la culture la culture plus ou moins spontanée de ces espèces-là? Je ne suis pas sûr que dans ces ministères-là, on est rendu là. Je sais par contre qu'il y a des demandes en ce sens. Donc, pour répondre à votre question, oui, ça ferait du sens. Le roseau commun, l'alpiste roseau. L'alpiste roseau a beaucoup été étudié sous ce regard, production énergétique notamment. La renouée du Japon, un peu. Euh, Pas beaucoup, mais un peu quand même. Donc, il y a un potentiel, mais il y a des écueils. Ceux qui se sont essayés jusqu'à présent ont abandonné la partie pour des raisons d'approvisionnement, ce qui va peut-être un peu vous surprendre, mais il en demeure pas moins que c'est une réalité. Bien, Anne-Marie? merci beaucoup, M. Lavoie, pour la réponse. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui, oui. OK, parfait. Donc, je vais poursuivre. Ben, merci pour la réponse. Je vais poursuivre avec l'autre question qu'on a reçue. Quelle est la profondeur d'enfouissement minimum pour contrer le roseau? Je pense qu'on parlait du cas du parc des îles de Boucherville. Ça dépend de la nature du sol que vous avez. Si vous avez un sol argileux, probablement un mètre, c'est-à-dire enfouir sous un mètre de matériel argileux sain est probablement suffisant. Pour la renouée du Japon, on a plutôt tendance à suggérer autour de 2 mètres. Bon, vous allez voir des documents, notamment britanniques, on vous suggère 5 mètres. Ça, c'est carrément excessif. Là. La plupart des spécialistes du roseau, là, récemment, j'ai donné un webinaire avec des collègues belges là, qui s'y connaissent pas mal en matière de renouée du Japon, puis ils trouvaient ça excessif. Au niveau du roseau, probablement qu'un mètre est suffisant, mais encore là, ça dépend de la nature de votre sol. Si vous avez un sol sablonneux ou un sol organique, donc des sols plutôt poreux, ou là, on va aller un petit peu plus en profondeur. Au niveau des sols sablonneux, je n'ai jamais été témoin d'expérience
Mais au niveau des sols organiques, c'est fou à quel point les rhizomes de roseaux communs finissent par faire leur chemin, même enfouis à de grandes profondeurs. Donc là, j'aurais tendance à aller à des profondeurs plus importantes qu'un seul mètre. Et si vous êtes dans la plaine agricole, dans la vallée du Saint-Laurent, dans la région de Montérégie, où il y a beaucoup de sols argileux, donc des sols assez compacts, assez difficiles à percer, probablement qu'un mètre, ça sera suffisant. Anne-Marie? Super, merci. Donc, on demande aussi par rapport à ce que vous parlez de la nouvelle technique, là, est-ce que vous avez une date à laquelle vous pensez que cet outil-là va être disponible? Ben, si vous m'écrivez, je vais vous mettre en contact dès maintenant. Et donc, le procédé peut être utilisé par l'entreprise Groupe Nado. Donc, vous aurez éventuellement des discussions avec cette entreprise-là pour, si jamais vous voulez aboutir à un contrat, vous aurez un contrat. Au niveau public, pas avant l'année. Je suis tenu par contrat de garder l'information confidentielle encore pour, au moment où on se parle, un minimum de 12 mois. Après ça, les résultats pourront être rendus plus publics. Super, merci. Donc, j'ai deux autres questions. Après ça, on va poursuivre, puis on prendra s'il y a des nouvelles questions, on les prendra dans la prochaine période. Donc, on demande quel est le talon d'Achille de la renouée du Japon? Et shit, on n'en a pas bien gros. Euh, Quand j'étais au bac, je raconte souvent ceci, quand j'étais au baccalauréat à l'université en biologie à l'Université de Montréal, j'avais un professeur qui s'appelait Jean-Pierre Simon. Puis on faisait un examen, puis on faisait un travail, puis dans le travail, il fallait inventer la plante parfaite. Mais si j'avais à reprendre ce travail-là, je pense que je ferais de la renouée du Japon. Puis pour être sûr qu'elle soit vraiment parfaite, je lui injecterais un gène de résistance au gel. Là, ça serait vraiment indestructible. Donc, est-ce qu'elle a des points faibles? Elle n'en a vraiment pas beaucoup, je vous dirais. Euh, euh, c'est sûr que si vous utilisez, bon, c'est une plante qui va réagir quand même, chose étant égale par ailleurs, assez bien aux herbicides lorsqu'ils sont bien appliqués. Souvent, ils sont appliqués tout croche. Mais lorsqu'ils sont bien appliqués au bon moment de l'année, etc., les herbicides vont atteindre le réseau de rhizomes et vous pouvez avoir des résultats quand même assez intéressants. Mais dans le cas de la renouée, comme par ailleurs dans le cas du roseau, c'est souvent le coup de massue, mais c'est rarement le coup de grâce. C'est-à-dire qu'il faut combiner ça à d'autres interventions. Mais dans le cas de la renouée, je vais vous avouer bien franchement, dans le cas du roseau, on le sait, là, une graine, sa première année de vie, là, par compétition végétale, etc. Là, dans le cas de la renouée du Japon, elle n'a vraiment pas beaucoup. Elle n'a vraiment pas beaucoup, malheureusement. Et c'est pour ça que cette espèce-là est aussi difficile à combattre euh, dans les environnements naturels ou même dans des environnements très perturbés comme des terrains industriels en friche, par exemple. Anne-Marie? Merci, Claude. Donc, l'autre question que je voulais vous poser est un peu en lien avec ce que vous venez de dire. Là. En fait, là, on demande, est-ce que vous avez une méthode de lutte de prédilection contre le phragmite qui pousse sous un couvert forestier? C'est pas un cas qui me oui, ça arrive. C'est pas un cas qui me préoccupe beaucoup parce que la renouée du Japon, si on venait avec cette espèce-là, oui, elle va survivre en milieu forestier, puis va parfois produire des densités. Les densités de tiges sont moins grandes, ça c'est bien documenté, mais va survivre en milieu ombragé. Le roseau commun, en milieu ombragé, là, il y a vraiment de la difficulté. Oui, vous allez souvent en voir là, dans les lisières. Moi, pourtant, j'en ai vraiment vu beaucoup. J'ai rarement vu de cas de milieu forestier très fermé avec beaucoup de roseaux communs. Donc, en général, souvent, on va laisser faire parce que c'est pas un enjeu. Mais peut-être que vous avez des contextes très particuliers, là. Mais en milieu forestier, c'est pas évident hein, parce que là, il va falloir déraciner, etc. Puis là, vous avez les racines des arbres, peut-être un peu de bâchage, etc. Mais en général, c'est rarement considéré comme un problème. Là, vous avez peut-être un contexte particulier qui m'est difficile de définir. Peut-être devriez me revenir éventuellement avec une question par courriel. Je serais peut-être capable de vous aider davantage. Anne-Marie, on continue? Merci beaucoup. Donc,
Oui, on peut poursuivre, puis on se garde 2 questions pour la prochaine séance de questions. Oui, parfait. Merci. Pas de problème. Alors, si on continue, on va continuer avec le bâchage. Bon, le bâchage, je vous dis tout de suite, je ne suis pas un gros fan du bâchage. Pour toutes sortes de raisons. C'est souvent présenté comme une méthode écologique. Moi, si je vous dis, écoutez, moi, je vais prendre un herbicide, là, cet herbicide-là va éliminer toute la végétation, va changer la température du sol, va influencer les micro-organismes du sol pour plusieurs années. Puis en plus, c'est un herbicide à base de pétrole. Seriez-vous intéressé d'avoir cet herbicide-là? Probablement, vous dire, hey, jamais dans 100 ans. Ben, c'est une bâche. Alors, la bâche a exactement cet effet-là. Ça a l'air plus écologique, mais ce n'est pas si écologique que ça, en définitive. Par contre, dans certains cas, c'est un peu des fois, on est un peu pris au dépourvu. Je vous donne un exemple concret. Si on est au Parc national du Bic, dans le Bas-Saint-Laurent, on est dans un milieu, humide, pas très inondé, là, un peu d'eau, mais vous voyez un peu, là, c'est quand même, il y a de l'eau, mais pas, on ne parle pas là, d'un mètre de l'eau, etc. Donc, c'est plutôt un affleurement d'eau à la surface du sol. On avait une colonie de roseaux communs. Il n'y avait pas 56 méthodes qu'on pouvait utiliser là. On n'a pas permis avec des herbicides, etc. Donc, la solution, elle était pertinente, qui a été développée, c'est de faire un bâchage. Mais là, vraiment, un bâchage fait dans les règles de l'art, fait par Sam, mon ancien étudiant, là, qui connaît un coup là-dessus. Et là, ce n'est pas un géotextile qu'on met, on met plutôt, dans ce cas-ci, une géomembrane. Et c'est pertinent parce que dans le cas du roseau, du bâchage, c'est 2 ans. C'est suffisant. Pas de la renouée, là. Mais la renouée, ça, c'est une autre game. Mais au niveau du roseau, ça peut suffire, etc. Puis après ça, on refait, etc. On enlève la bâche, etc. Un autre exemple qui a été utilisé dans un coin que je connais quand même assez bien, donc on est sur le bord de la rivière Saint-Charles, un des endroits de lutte exemplaire au roseau commun. Je n'ai pas personnellement contribué à ce projet-là, mais il a été fait dans mon patelin. La rivière Saint-Charles, bon, si vous la connaissez peut-être, c'est la rivière qui traverse la base ville de Québec. À un moment donné, c'est un endroit infect là, avec des murets de béton. On enlève les murets, on refait des rives naturelles et oups, le roseau arrive. Donc, des investissements de plusieurs millions de dollars qui sont à risque. On a décidé de lutter contre ça et étant donné le contexte riverain, on a décidé notamment, pas exclusivement, mais notamment de lutter avec du bâchage. Ce qui est, à mon avis, plus intéressant dans ce cas-ci, bon, ici, vous avez avec une géomembrane, mais moi, j'aime mieux un bâchage qui compte pas juste du bâchage. Dans le roseau, oui. Quand vous avez d'autres espèces, notamment de la renouée du Japon, une option plus intéressante, à mon avis, c'est combiner, cette fois-ci avec un géotextile, bâchage et plantation arbustive. Dans ce cas-ci, on n'a pas fait de plantation, mais c'est simplement pour illustrer. Il y avait déjà des arbres en place. Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a fait des trous dans la géomembrane, on a laissé évidemment les arbres passer. Et ça, c'est au début de l'intervention, et ça, c'est quelques années après. Il n'y a plus de bâche, il n'y a plus de roseau. Le roseau est impossible. Impossible pour lui de rentrer là-dedans. Puis ça serait un peu la même chose aussi pour la renouée du Japon, parce que le couvert d'arbres, la compétition végétale est beaucoup trop forte pour la lumière. Il faut peut-être essayer le roseau, là, mais il ne réussira pas. Donc pour moi, un bâchage, ça a surtout un intérêt lorsque c'est combiné à une revégétalisation qui se fait de manière presque instantanée. Comme vous pouvez un peu le voir, là-dessus. Bon, ici, c'est un petit ruisseau envahi par la renouée du Japon, etc. Je vous épargne les détails et là, on s'apprête, vous ne le voyez pas, mais on s'apprête à éventuellement insérer des boutures de sol dans le géotextile de manière à revégétaliser, donc à insérer, à favoriser l'installation d'une compétition végétale arbustive qui fera en sorte que lorsqu'on va enlever le géotextile après une couple d'années, disons, il y aura toujours de la renouée du Japon, parce que la renouée du Japon, ça débarrasser ça avec juste du bâchage, c'est des années et des années. J'attends encore la première tentative de bâchage qui viendra à bout à elle seule de la renouée du Japon. Mais si on enlève le géotextile et qu'il y a déjà une grosse revégétalisation en place, le renoué du Japon va peut-être s'essayer, mais avoir de la misère. Il y a vraiment une grosse compétition là, pour les ressources. Donc, ça me paraît des options plus intéressantes que juste faire un simple bâchage. Ce qui est plus expérimental, je n'ai pas vu beaucoup utilisé. Je l'ai vu seulement une fois dans la région de Montérégie. C'est le représentant de la compagnie Texel qui m'a montré ça. Nous développe un produit, c'est une membrane très, très, très rigide. Hein, ça tient quasiment. Hey, c'est vraiment épais, ça doit coûter un bras. Là. Et dans ce cas-ci, on est dans l'autoroute 35 à Saint-Jean-sur-Richelieu et l'objectif ici, c'était d'empêcher, non pas d'éliminer le roseau commun dans le talus, parce que ça, c'est presque peine perdue, et il va beau l'éliminer, il va revenir, etc. Mais l'objectif ici, c'était d'empêcher le roseau de passer
du talus routier vers le voisin, en l'occurrence probablement une terre agricole, et particulièrement d'empêcher les rhizomes de prendre de l'expansion. Donc, on met carrément un mur qui servira de frein à l'expansion des rhizomes. C'est intéressant. Je vous dirais que je ne sais pas si ça a fonctionné en définitive. Je vous en parle parce que ça pourrait être une option. Mais à mon avis, c'est plus intéressant pour la renouée que pour le roseau. Parce que le roseau, oui, il y a les rhizomes, mais il y a aussi les stolons des racines, pas des racines, mais des tiges rampantes à la surface du sol qui vont passer par-dessus ce mur-là. Donc, je ne suis pas sûr qu'en définitive, pour le roseau, c'est si efficace que ça. Mais par contre, dans une tentative de confinement d'un clone de renouée du Japon, je le suggère à l'occasion. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui l'ont fait jusqu'à présent, mais je le suggère à l'occasion parce que des fois, ça peut devenir, au lieu de lutter contre le clone, bon, c'est des investissements à pas finir, on dit, bah, regarde, il est là, c'est correct, on va le garder à l'œil, on va le confiner, soit avec des membranes ou soit encore avec une ceinture arbustive. J'aurai l'occasion de revenir un petit peu plus tard là-dessus. Ça peut être des choses intéressantes qui peuvent être éventuellement envisagées. Le broutage, à chaque année, il y a des reportages avec des chèvres contre les plantes envahissantes. C'est sympathique en tabarouette. Les chèvres, là, c'est vraiment le fun. Je suis déjà rentré à l'invitation d'une bergère, je suis déjà rentré dans une étape de chèvre, là, c'est vraiment un animal, c'est sympathique. Ça veut se faire, ça demande de l'attention, etc. Et là, vous avez toujours les fameux reportages où on met un propriétaire de troupeau de chèvres qui va lutter contre les plantes envahissantes, etc. C'est donc écologique. Ça marche jamais. En fait, ça marche instantanément. Oui, c'est sûr. Mais ce que font les chèvres, c'est une fauche. Un peu extrême. Et par ailleurs, moi je dis tout le temps que les chèvres, ce sont des moi je dis tout le temps que les chèvres, ce sont des herbicides non systématiques. Parce qu'eux autres, ils mangent à peu près tout ce qui bouge. Et en fait, c'est que théoriquement parlant, on pourrait, dans des cas particuliers, je connais très très peu d'exemples où ça a fonctionné, on pourrait éventuellement, avec des densités de chèvres X, etc., arriver éventuellement à épuiser ces fameuses réserves-là. Comme je vous l'ai dit, souvent, on s'épuise avant que la plante ne s'épuise elle-même. Mais le problème avec ces tentatives-là, c'est que souvent, vous avez des exemples de succès, et c'est des exemples de succès à court terme. J'ai vu au moins un cas d'une tentative que j'ai trouvé qui semblait donner des bons résultats, mais la minute où ils ont, là c'est une tentative sur 5 ans, là, quand même, il faut le faire, et la minute où ils ont enlevé les chèvres, ça a recommencé, parce que les chèvres n'affectent pas le système racinaire. Puis, gérer un troupeau de chèvres, d'abord, trouvez-la, en rent-a-chèvre, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Puis, deuxièmement, c'est compliqué, là. En milieu urbain, là, vous avez des chèvres, les excréments, etc. Donc, c'est sympathique. Ça peut être une alternative intéressante aux herbicides dans la mesure où l'objectif, c'est de limiter les dégâts, etc. Il y a des tentatives de lutte aux plantes envahissantes qui donnent des bons résultats avec des animaux brouteurs. Je regrette. Je trouve ça désolant, mais ça n'a jamais vraiment été démontré. Sinon, dans les habituels reportages qu'on voit, à toutes les années, il y en a. À toutes les années, des reportages dans les journaux. Malheureusement, au niveau scientifique, c'est pas très probable. Ce qui est plus intéressant, c'est au niveau de la compétition végétale. Ici, je vous montre un exemple. Une image vaut 1000 mots. On est sur le bord de la rivière de chemin. On est dans un territoire, une propriété d'un producteur agricole. Puis voici ce qui reste de sa bande riveraine. Bon, c'est bien sympathique, le producteur agricole, mais là, il est en train de se faire envahir par la renouée du Japon. Mais comment s'en surprendre? Je veux dire, il n'y en a plus de bande riveraine. Ben, probablement pas elle est probablement plus légale, là, techniquement parlant, mais on a enlevé tout couvert compétiteur. Alors, doit-on se surprendre qu'après ça, il y a des plantes envahissantes comme la renouée du Japon, comme l'impatiente glanduleuse, comme la berge du Caucase, etc., qui prennent la place, puisqu'on leur a offert le champ, on leur laisse le champ libre à ces espèces-là. Donc, il ne faut pas se surprendre de ces situations-là. Et ces interventions qui sont malheureuses parce que d'abord, les bandes riveraines, c'est utile pour la santé des riz, pour commencer, pour prévenir l'érosion, pour la santé des cours d'eau. Et souvent, ce sont des sources d'eau potable. Mais c'est aussi très utile comme mécanisme de prévention des plantes envahissantes et ça ne coûte rien. Donne un autre exemple. On est toujours en contexte agricole. Ah oui, mais c'est parce que là, tu n'es pas en contexte agricole. On est en contexte agricole sur ce que vous voyez sur cette image.
OK, on n'est pas dans la Montérégie, vous allez me dire, là, mais on est quand même dans un endroit où il se fait de l'agriculture. Et là, ben, le producteur agricole a maintenu une bande riveraine avec des arbustes. C'est pas envahissable. Même par la renouée du Japon, même par le roseau commun, même par l'impatience glanduleuse, même par la berge du cocasse. Ils vont peut-être essayer de s'installer. Ils vont avoir de la difficulté, c'est souvent des plants isolés, etc., tellement la compétition végétale est forte. Et ça a coûté combien, ça, installer cette bande riveraine-là? Zéro. C'est-à-dire, on a juste laissé les végétaux en place. Je donne un autre exemple. On revient sur la rivière Etchemin. On est dans la portion amont de la rivière. Donc, une portion un peu moins agricole dans le coin de la municipalité de Sainte-Claire. Et vous voyez ici des saules, je ne sais pas c'est quelle espèce, peu importe, mais vous voyez les saules en densité très, 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 très forte. Ces saules-là, ils sont installés tout seuls. Et en plus, ces saules-là sont habilités à survivre aux crues récurrentes et aux dommages causés par les glaces. Ce sont des végétaux qui survivent bien à ces perturbations-là et qui même en profitent pour proliférer en certaines circonstances. Encore là, ça n'a rien coûté. Et des types de rives comme ceux-là, ce n'est pas envahissable. Donc souvent, j'ai travaillé beaucoup avec des producteurs agricoles, puis ils disent ouais, ben nous, on a mis une bande riveraine herbacée, puis etc. Puis tu sais, moi, ça me coûte cher. Oui, mais il y a des coûts aussi à éliminer ces structures arbustives-là. Donc, probablement que je prêche pour des convertis là, à l'heure actuelle, mais probablement que dans une vision un peu plus holistique, je dirais, de la gestion des plantes envahissantes, laisser ces couverts-là, c'est rentable. Ça se crée. On peut les refaire. Et là, c'est des coûts. Alors que ça, ben, si on laisse ça comme ça, ben, ça se fait tout seul. Un autre contexte que je vois beaucoup plus fréquemment, c'est le cas des fossés routiers. Fossés routiers, il faut nettoyer ça pour favoriser le drainage. Oui, si vous avez du roseau commun. Oui, si vous avez de la quenouille. Ce sont des gros producteurs de litière qui éventuellement peuvent peut-être effectivement obstruer le drainage naturel, mais pas pour des arbustes. Contrairement à la croyance répandue, des fossés de drainage routier envahis par les arbustes, là, ça se draine assez bien. Notamment parce que la litière produite par les arbustes n'est pas si abondante que ça, puis elle se décompose très rapidement, contrairement à la litière produite par le roseau ou encore par même la quenouille, dont il y a une des deux qui est exotique par ailleurs. Alors, on a ce cas classique. Vous avez ce fossé routier-là envahi par des arbustes. Puis qu'est-ce qu'on fait? On les élimine. Ben, c'est ça. Qu'est-ce qu'on vient de faire? D'abord, on vient d'enlever une structure. En fait, on vient d'enlever toute la compétition végétale et on vient de créer des lits de germination ou des lits d'installation pour des plantes exotiques envahissantes. Et après quelques années, oh surprise, on est envahi. Ben, alors, l'intervention la plus juste dans ce cas-ci, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des interventions à un moment donné, là, pour des raisons X, Y ou Z, mais dans la mesure du possible, on essaie de les maintenir, ces structures arbustives-là, dans les fossés de drainage. Elles nous rendent de bons services écologiques. Moi, ce qui m'avait beaucoup choqué il y a quelques années, j'avais passé un salon au ministère des Transports. Euh, on est sur le bord de l'autoroute 40 et là, on a un fossé de drainage, etc., qui était complètement occupé par les arbustes. Vous l'avez un peu à l'arrière-plan. Et en plus, on avait une bande de forêt qui allait s'accoter contre le fossé routier, donc qui allait constituer un obstacle à la pénétration à l'extérieur de la berge de l'autoroute d'envahisseurs comme le roseau. On est à 2 pas du lac Saint-Pierre à cet endroit-là. Et la seule chose qu'on a trouvé à faire, c'est de raser tout ça, etc., sous prétexte que c'est pour l'orignal, voir l'orignal. C'est un faux prétexte, parce que si vous roulez sur l'autoroute, pour qu'on le voit l'orignal, là, sur le bord, il faut mettre les phares, faut mettre les phares, les hautes, comme on dit. Mais vous ne faites pas ça sur l'autoroute parce que vous aveuglez les gens qui viennent en sens inverse, etc. Donc, ce n'est pas parce que vous avez fauché jusqu'à Chicoutimi que vous allez le voir plus l'orignal s'en venir. Donc, c'est un faux prétexte, mais c'est surtout un excellent moyen d'avoir du roseau dans le talus. Et ce qui m'avait encore plus choqué, c'est qu'au pendant que cette direction régionale du ministère du Transport-là éliminait les arbustes, j'avais une autre direction régionale qui, elle, me payait pour aller en planter des arbustes. Imaginez. Et ça, c'est une tentative expérimentale qu'on avait fait le long de l'autoroute 30, donc en Montérégie.
l'autoroute venait de se construire et les gens du ministère du Transport étaient bien conscients que si on ne faisait pas d'intervention, le roseau, tôt ou tard, allait finir par aboutir dans les fossés de drainage. Et là, on voulait faire des tests expérimentaux à savoir est-ce qu'on peut implanter des arbustes à titre préventif. Donc, bloquer la fenêtre de germination, parce que ça commence souvent avec des graines avec le roseau, bloquer la fenêtre de germination au roseau. Là, c'est pas moi qui avais travaillé là-dessus, c'est Jacques Brisson et Patrick Boivin de l'Institut de recherche en biologie végétale. Donc, ils avaient investigué plusieurs possibilités d'arbustes. Ils avaient implanté, dans ce cas-ci, des saules à croissance rapide et ça va donner d'excellents résultats. Vous avez à l'avant-plan, là, vous avez le roseau, il est là, puis il est bloqué, etc. Là, vous allez dire, oui, mais Claude, on ne trouve pas pour mettre des kilomètres, des dizaines et des dizaines de kilomètres de saules sur le bord des autoroutes. Mais non. Par contre, dans des coins stratégiques, par exemple, lorsque les fossés de drainage routier croisent ceux qui drainent les terres agricoles, là, ça peut être intéressant pour éviter justement que le roseau fasse son chemin de la route vers le fossé de drainage routier. Ou encore, reprenez l'exemple que je vous avais mentionné, lorsque l'autoroute 40 borde le Grand Marais au lac Saint-Pierre, si on veut maintenir le roseau à une certaine distance, disons à 1 km du marais, la distance de dissémination des graines, bien là, on peut, dans certains secteurs stratégiques, implanter ces structures-là dans la niche écologique du roseau, c'est-à-dire dans le fossé, pour l'empêcher de s'installer et éventuellement prendre de l'expansion. Évidemment, il y a un coût associé à ça, à ces structures-là, mais en définitive, ça peut devenir, somme toute, assez rentable à titre préventif et l'expertise est quand même assez connue. Ce n'est pas de la haute technologie. Heureusement, ça ne s'est pas beaucoup répandu depuis parce que celui qui subventionnait ces travaux-là, celui qui se faisait le chantre de si la lutte anti-roseau au ministère des Transports a pris sa retraite. Puis bon, ben, le dossier est un petit peu passé sous le radar depuis. Mais ça fait partie des possibilités auxquelles vous êtes. Et pour finir, vous avez les herbicides. Bon, si je suis biologiste, là, moi, j'essaie d'éviter ça, les herbicides autant que possible. Il ne faut pas non plus arriver dans des cas, il ne faut pas non plus que ça en devienne un dogme. Parfois, vous n'avez pas le choix. Je vous donne un exemple. Ici, on est dans le Bas-Saint-Laurent. Il y avait une colonie, que dis-je, une colonie. C'est hallucinant. Ce que vous voyez devant vous, c'était de la berge du Caucase. Et l'organisme de bassin versant local avait commencé, bon, on me consulte, bon, elle dit OK, on va y aller avec nos pelles, etc. Là. Hey, non, non. À un moment donné, il dit Claude, on n'y arrivera jamais. Puis en plus, c'est dangereux. C'est quand même des plantes quand même assez dangereuses. Donc, ils sont allés avec des herbicides assez solides, merci. Ils n'ont pas lésiné sur la dose, mais dans ce cas-ci, là, on était hors milieu humide, etc. Pour quand même un contexte agricole, alors, des herbicides, il y en a beaucoup du genre partant. Mais dans ce cas-ci, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Il n'y avait pas beaucoup d'autres options. Enfin, toujours y arriver, évidemment. Mais là, à un moment donné, arrivent des interventions comme de l'arrachage où le coût surpasse très, très, très nettement les bénéfices escomptés. Dans ce cas-ci, il faut peut-être faire d'autres interventions. Dans certains cas, notamment pour protéger la santé publique, c'est bien dommage, mais c'est à peu près souvent la seule option qu'on a à sa disposition. Mais encore faut-il l'utiliser avec discernement au bon moment, au bon endroit et que le travail se fasse par des professionnels. Et je vous répète que c'est très souvent le coup de massue, mais rarement le coup de grâce. Donc, même dans un cas comme celui-ci, il faut retourner par la suite pour faire des interventions plus ponctuelles, souvent avec des moyens mécaniques plus respectueux de l'environnement. Alors, ça finit pas mal le webinaire, sinon une ou deux diapositives par la suite, mais on peut y aller avec une séance de clavardage avant la question. Moi, je serai en ligne personnellement jusqu'à midi. Si vous avez d'autres questions, ça me fait plaisir de répondre. Sinon, je dis tout le temps à la blague que j'ai un excellent service après-vente. Ce que je veux dire par là, je ne suis pas un vendeur. Là, des fois, je me sens comme un vendeur de char quand je dis ça. Parce que là où je veux en venir, c'est que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Je le fais très régulièrement et toujours avec plaisir et bonheur. J'apprends beaucoup de choses. Je suis assez bien grandé sur tout ce qui se passe à gauche et à droite au Québec et c'est une façon pour moi de me tenir au courant de l'actualité en matière de lutte aux plantes envahissantes. Voilà, Anne-Marie, y a-t-il des questions? Oui, ben, en fait, on a une première question par rapport aux herbicides. Là. Je ne sais pas si vous pouvez préciser là-dessus, mais on demande de quel herbicide on parle là, quand on fait la lutte contre les EVE.
Oh, ben, il y en a plusieurs. Bon, d'abord, il faut savoir que si vous pouvez faire une lutte aux herbicides, avec des herbicides, il faut normalement l'herbicide que vous utilisez, ben, il faut que la plante, le nom de la plante se trouve sur l'étiquette de cet herbicide-là. Alors, prenons le cas de la berge du Caucase. Oui, il y a du glyphosate, mais il y en a au moins 2 ou 3 autres matières actives, donc plusieurs produits aussi qui sont autorisés contre ça. Vous avez aussi des herbicides dits à large spectre. Le glyphosate est le meilleur exemple, ce n'est pas le seul. Avec le triclopyr, etc. On parle de matières actives, ce n'est pas des noms commerciaux qui, eux, peuvent être utilisés sans nécessairement avoir le nom précis. Mais il faut vraiment faire appel à des professionnels. Moi, je suis nettement en faveur de l'utilisation. S'il faut y arriver, là, et idéalement, on essaie de s'en passer, je préfère, malgré tout ce qu'on peut en dire, je préfère nettement l'usage du glyphosate parce que j'estime que c'est le moins pire des herbicides. Il a par contre l'inconvénient majeur de ne pas être sélectif. Autrement dit, lui, tout ce qui est vert, il y passe. Vous avez d'autres herbicides qui, eux, sont plus sélectifs, notamment qui ne s'attaqueront pas aux graminées, mais souvent aussi, ils sont assez toxiques. Ce qui est bien important, c'est de faire appel, ben, de toute façon, c'est la loi, anyways, mais de faire appel à des professionnels et des professionnels qui s'y connaissent en matière de plantes envahissantes. C'est une nuance, je pense, quand même assez importante. Anne-Marie? Oui, merci beaucoup. Donc, une autre question, cette fois-ci en lien avec le bâchage de la renouée. Pardon, j'ai un petit mouvement dans le clavardage. Oui, j'ai retrouvé ma question. Donc, pour le bâchage avec la renouée, il faut planter immédiatement dans les géotextiles pour permettre aux arbustes de pousser lors du bâchage ou est-ce qu'il faut attendre quelques années avant de planter? En général, bon, moi, je ne suis pas un super spécialiste du bâchage et là, je vous donne la prescription de Sam qui a travaillé là-dessus, surtout dans le cas du roseau. Sam Karatanos de Cambium Phytotechnologies. Donc, il a travaillé surtout dans le cas du roseau, mais aussi un peu avec la renouée du Japon. Souvent, une de ses prescriptions, c'est d'attendre au moins une année avant de faire des plantations. Question de laisser plus de chance. Autrement dit, la base fait un effet quand même, sinon on n'en mettrait pas. Mais aussi de laisser donc, de laisser la bâche avoir fait un certain effet. Puis après ça, donc, c'est plus facile pour le végétal compétiteur de s'installer. C'est particulièrement important. Bon, évidemment, dans le cas du roseau, c'est un peu différent parce que moi, je ne suggère pas des plantations dans le cas du roseau parce que hey, planter dans du bâchage, dans de la bâche, là, enlever ça, c'est tout un contrat. Et comme c'est un bâchage de courte durée, on est peut-être mieux, ça dépend toujours du contexte, on est peut-être mieux d'utiliser une géomembrane. Tu laisses ça pendant 2 ans, tu enlèves ça, puis après ça, tu fais ta job de plantation, parce que le roseau est pas cessé de disparaître. Dans le cas de la renouée, c'est un petit peu différent parce que ça, c'est des bâchages de plus longue durée. Il vaut mieux attendre donc une année, notamment parce qu'il y a beaucoup de compétition au niveau des racines. Hein. La compétition, elle est au-dessus de la surface du sol, mais elle est aussi sous la surface du sol. Et Dieu sait si la renouée du Japon occupe l'espace. Donc, laissons une année le temps de faire sa bâche et après ça, faisons des plantations. Je vous signale qu'en Europe, particulièrement à Grenoble, j'ai des collègues qui travaillent beaucoup à Grenoble là-dessus. Eux ne veulent rien savoir du bâchage. Eux, ce qu'ils font, pour toutes sortes de raisons, notamment parce qu'ils ne veulent pas utiliser des produits pétroliers, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de l'arrachage très, très, très intensif. Ils plantent leurs saules. Ils utilisent des saules à croissance rapide. Pas trop rapprochés. Puis après ça, ils font de l'arrachage d'appoint de façon continue entre les saules. Et ça donne des résultats quand même assez intéressants. Mais c'est des interventions qui sont plus musclées, c'est-à-dire musclées, qui sont plus intenses, etc., et qui ne sont pas nécessairement à la portée de toutes les bourses. Anne-Marie? Ensuite, vous parliez du broutage. Donc, on a eu une question là, par rapport est-ce que vous savez si le cochon que lui retourne le sol avec son groin, est-ce qu'il peut être utilisé dans la lutte contre l'herbe à puce? Bon, d'abord, je ne le sais pas, parce que ça n'a jamais été testé. Je suis sceptique, parce que tant bien même qu'il retourne le sol, c'est pas suffisant dans le cas de l'herbe à puce, parce que encore là, c'est une plante à rhizome, avec des rhizomes plus superficiels,
Il y a des rhizomes quand même. Donc, oui, vous allez fragmenter les rhizomes, vous allez les retourner, mais s'ils restent sur place, je ne vois pas en quoi. Évidemment, il va y avoir une blessure, là, on s'entend. Puis, ce serait un peu hésitant. Me semble que, et là, je parle peut-être au travers de mon chapeau, mais l'herbe à puce, quand même, c'est une huile là, qui cause des irritations au derme. Puis, au niveau des cochons, je me demande si vous n'avez pas déjà vu un problème associé à ça. Il me semble avoir lu quelque chose là-dessus, à savoir que les cochons étaient sensibles aux irritations, aux dermatites par l'herbe à puce. Mais là, je parle peut-être au travers de mon chapeau. Là. Je ne pense pas que ça a été dûment documenté. Mais au-delà de cet aspect-là, peut-être un peu trivial, non, je ne pense pas que ça a vraiment d'effet par rapport à ça. Euh, voilà. Anne-Marie. Merci beaucoup. Je vois le temps qui avance. J'ai encore des questions, mais je pense qu'on va les garder pour après la dernière partie. Donc, on pourra faire une dernière séance de questions et répondre à ce qu'on a reçu. De toute façon, si je me souviens sont bons, j'ai pour ainsi dire. Ah non, c'est vrai, il me reste la réglementation. Parle un petit peu de réglementation. Je viens de voir qu'il y avait une question de règlement. Il y avait eu un webinaire. Anne-Marie, il y a eu bien un webinaire sur la réglementation municipale en matière d'espèces envahissantes, c'est bien cela? Oui, exactement. C'était notre dernier webinaire là, avant celui-ci qui a eu lieu en janvier. Alors, je vais y aller donc d'un bref commentaire parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait de la réglementation, je ne suis pas un homme de loi, etc. Je l'observe avec un œil de botaniste. Souvent, la réglementation, parce que souvent, la réglementation, ça se fait au niveau municipal. C'est pas toujours très bon, je vous dirais. Je vais vous donner quelques exemples de ça. Vous savez, bon, prenons Salaberry de Valleyfield, la plantation des espèces d'arbres, d'arbustes et plantes suivantes est interdite. Ben, dans la mesure où ce n'est pas une mesure rétroactive, ça me paraît tout à fait légitime de faire des réglementations de cette nature. C'est-à-dire, bon, vous l'avez déjà, c'est correct, mais là, maintenant, vous le savez, vous ne pouvez pas en planter, etc. Un moyen d'éliminer la dissémination d'un certain nombre d'espèces. Certaines municipalités optent plutôt pour des questions de déclaration obligatoire. C'est particulièrement vrai au niveau de la berge du Caucase, je pense à Saint-Isidore de Beauce ou encore à Saint-Antoine de Tilly. Dans ce cas-ci, la stratégie, c'est. Parce qu'à un moment donné, il y avait des stratégies de dire OK, tu dois te débarrasser de la berge du Caucase. Oh, ben, d'abord, c'est dangereux. C'est pas à la portée de tout le monde. C'est pas tout le monde qui peut partir qui peut faire ça de façon efficace. Et dans les deux des municipalités, Saint-Antoine, je ne la connais pas tellement, mais Saint-Isidore de Beauce, je la connais très bien, parce que c'est là qu'on a travaillé beaucoup. La stratégie du maire, elle est très simple. C'est-à-dire, nous, on va s'en occuper, là, mais on veut le savoir. Alors, si on dit aux personnes, ben, vous allez devoir vous en débarrasser, ben, souvent les gens vont, non, moi, je ne veux pas toucher à ça, fait que j'en parle pas. Dans ce cas-ci, la municipalité, c'est très clair. Dites-le nous, on va venir s'en occuper, parce qu'on ne veut vraiment pas que l'espèce prolifère dans cette toute petite municipalité, et ça semble être une stratégie qui donne, somme toute, d'assez bons résultats. Et vous voyez ici à Vaudreuil-Dorion, tout propriétaire doit informer la ville sans délai si vous avez de la grille, la berge, du runway, OK. L'article 6, tout propriétaire doit prendre des mesures nécessaires pour éradiquer. Là, il faut faire attention au choix des termes, hein, parce que éradiquer, c'est 100%. Bon, éradiquer la grille du frein, d'abord, ça ne se fait pas. Je veux dire, tu ne peux pas éradiquer la grille du frein. Tu peux éradiquer un frein, tu ne peux pas éradiquer la grille. La grille, c'est un insecte qui se promène partout. Éradiquer la berge du Caucase, OK, c'est dans le domaine du possible. C'est pas si compliqué que ça en définitive, si on se donne un peu des moyens, etc. Mais éradiquer la renouée du Japon, oh boy! Oui, ça se fait, là, mais tu sais, c'est compliqué, là. Et le cas le plus extrême, c'est Saint-André de Kamouraska qui demande de se débarrasser de la renouée japonaise dans les 60 jours. Taboire! La seule façon d'y parvenir, c'est d'arriver avec une pépine puis de l'enlever au complet, etc. Là. Alors, moi, c'est 20 citoyens qui m'arrivaient qui voudraient contester ce règlement municipal-là, je l'aiderais parce qu'un règlement qui est carrément, à mon avis, abusif. C'est-à-dire, on ne peut pas demander à des gens de se débarrasser de la renouée du Japon dans les 60 jours. C'est pas très réaliste. Donc, souvent, il faut quand même tenir compte du caractère, des particularités de ces espèces-là avant de faire des règlements un peu, je dirais, un peu à l'emporte-pièce. À Varennes, dans le cas, eux, ils ont notamment, entre autres choses, pour être à l'herbe à poux, hein,
vous avez l'obligation, aux fins d'importation du présent article, un terrain est considéré comme étant libre d'herbe à poux ou d'herbe à poux en fleurs, celle-ci au plus tard, le 31 juillet, a été arraché ou coupé à 5 cm du sol, etc. Ça, c'est précis, c'est réaliste. C'est pas trop difficile à faire respecter ça. Malheureusement, la deuxième partie est un peu plus discutable parce que dans ce cas-ci, hein, la première coupe doit avoir lieu le 15 juin, trop tôt pour l'herbe à poux. La deuxième, ou plus tard, le 31 juillet. La troisième, plus tard, le 1er septembre d'une même année. Quand on met des règlements municipaux en rapport avec des dates, il faut faire attention parce que le climat il évolue. Hein? Et le climat n'est pas toujours le même d'une année à l'autre, etc. Évidemment, ça a un caractère plus facile d'application, mais au point de vue, donc opérationnel, ça fait du sens. Mais au point de vue biologique, des fois, c'est un petit peu plus discutable. D'autres municipalités, dans le cas de l'herbe à poux, vont contourner le problème en disant c'est pas de date, hein, c'est à partir de 15 cm tu fauches. OK. Donc, il faut faucher ça. Bon, point de vue esthétique, il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, ça ne me dérange pas personnellement. Mais une chose est sûre, c'est que si je fauche ça, je viens de créer de l'habitat pour l'herbe à poux. Alors que si je laisse ça pousser, comme c'est là, l'herbe à poux sera jamais, qui est très peu tolérante à l'ombre, ne sera jamais capable de survivre dans ces circonstances-là. Donc, voyez-vous qu'il y a des règlements, puis je sais que dans votre région, il y a eu un conflit entre une municipalité et une ONG qui voulait laisser un terrain en friche, notamment. Et bon, je pense qu'ils ont fini par s'entendre. Mais des fois, il y a des règlements qui peuvent avoir des effets qui sont fondés sur des bonnes intentions, mais qui peuvent avoir certains effets pervers. Le cas qui me fait le plus rire, c'est celui de Trois-Rivières, où est prohibé le fait de laisser croître des mauvaises herbes jusqu'à la maturité de leurs graines. Donc, techniquement, à Trois-Rivières, on peut cultiver l'herbe à poux jusqu'à ce qu'il soit en fer et qu'il produise du pollen. C'est tout à fait légal. Parce que quand il produit le pollen, donc il cause le rhume des foins, il n'est pas en graines. Donc, c'est légal de cultiver de l'herbe à poux. Vous comprenez évidemment un peu le caractère un peu absurde de ça. Donc, il faut vraiment faire attention. Moi, j'ai tendance à vous dire, si vous voulez faire un règlement municipal, embauchez-vous donc un bon botaniste. Ça va vous aider, je pense, à sauver certains écueils. Là, je vous montre seulement quelques exemples. J'en aurais bien d'autres à vous montrer là-dessus. Et pour finir, lutter et financer la lutte, ben, le webinaire auquel vous assistez a été financé en partie par la Fondation de la Faune du Québec. Il existe au Québec un programme, vous êtes probablement au courant, mais il existe un programme qui permet de financer des initiatives de lutte aux plantes envahissantes dans les environnements naturels, dans la mesure où ça ajoute, ça permet une valeur ajoutée pour la protection de la biodiversité. Donc, le programme est en route. Je connais bien ce programme-là. L'équipe qui évalue les projets est maintenant très, très bien rodée. Et je vous encourage, bon, il y a des limites, là, ce pas des très longues initiatives, il y a un montant limite, ça prend de contrepartie en assist, etc. Il n'en demeure pas moins que ce programme-là existe. Et je vous invite à contacter les gens de la Fondation de la Faune pour de plus amples détails. Les concours 15 septembre, 15 janvier, vous pouvez soumettre vos propositions. Et si je ne m'abuse, voilà, ça termine ce webinaire. Donc, un survol pas pire, hein, Anne-Marie, c'est pas mal ce qu'on s'était dit. C'est un survol très rapide, évidemment, de la question de la lutte. Vous voulez en savoir davantage, ben, je vous invite à procurer mon ouvrage ou contactez-moi. Ça fera plaisir éventuellement de répondre à vos questions, mais je reste en ligne jusqu'à midi, enfin, ou du moins jusqu'à n'y plus de questions. Ça me fera plaisir de continuer à y répondre. Si vous devez quitter, ben, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous aura été utile. Sinon, ben, restez à l'écoute et puis on va poursuivre la discussion. Voilà, Anne-Marie, je suis à l'écoute s'il y a d'autres questions que les gens veulent bien poser. Oui, ben d'abord, merci beaucoup, Claude. Je pense que oui, en effet, on a fait un très bon tour très global des différentes méthodes de lutte. Et puis, on a encore quelques questions. Là, je pense que ça suscite beaucoup d'intérêt. Et puis, juste pour préciser, on avait justement une question par rapport aux demandes de financement, là, notamment, c'est ça, avec la Fondation de la Faune du Québec. Et puis, Naturaction offre aussi ce service-là auprès des municipalités pour vous accompagner dans vos demandes de financement. Donc, n'hésitez pas, là, si jamais on peut vous aider à ce niveau-là. Alors, je vais poursuivre avec les questions qui sont entrées au fil de la dernière partie. Il y en avait quelques-unes aussi de la deuxième partie. Donc, est-ce que c'est possible d'obtenir des listes de semences efficaces pour créer une compétition végétale en prévention, mais aussi en combinaison avec d'autres méthodes de lutte, comme par exemple dans des parcs nature, près de milieux humides, en milieu forestier, etc.? Ben, pour ce qui est des semences, la seule chose qui existe, à ma connaissance, là, spécifique pour de la lutte aux plantes envahissantes, c'est la lutte à l'herbe à poux.
Euh, là, vous me prenez un peu à dépourvu. Là, je pourrais vous donner un hyperlien vers un document qui a été très bien conçu à cet effet. Euh, euh, mais en général, vous savez, la plupart des plantes envahissantes, juste des semences de plantes herbacées, c'est bien comme protection contre les lits de germination. Une invasion de roseaux communs, contrairement à la croissance répandue, ça ne commence pas avec un bout de rhizome qui a été transporté par une pépine, là. Oui, mais c'est plutôt marginal. Les données sont très claires, ça commence avec une graine. Donc, si vous avez dévégétalisé un talus de routier parce que vous l'avez reconstruit, vous avez tout avantage à revégétaliser au plus sacrant et souvent avec différentes successions de plantes. Souvent, on va mettre un couvert végétal qui à croissance très rapide pour bloquer la fenêtre d'opportunité aux graines. Puis après ça, d'autres plantes vont prendre le relais. Ce n'est pas ma spécialité première, je vous dis tout de suite. Euh, donc, la plupart des gens qui font de la revitalisation, moi j'ai beaucoup fait appel avec un granier, Glauco, pour ne pas le nommer. Les autres, ils ont des mélanges conçus à cet effet, des mélanges pas chers, des mélanges plus dispendieux. Il y a des entreprises comme Indigo qui en font d'autres, des mélanges de plantes indigènes qui sont quand même assez coûteux quand même, mais bon, qui peuvent convenir à d'autres natures. Moi, je vous suggère de consulter ces professionnels-là. Mais sachez que lorsque vous avez à combattre des plantes qui ont des racines dans le sol, les plantes herbacées, ça ne suffira pas, là. Ça prend vraiment des arbustes denses, idéalement à croissance rapide, les saules, les cornouillers, etc., qui vont vraiment offrir une compétition végétale très, très intense. Il y a certains organismes de bassin versant. Moi, j'ai déjà travaillé notamment, pas travaillé, mais j'étais en collaboration avec le Cobaric, qui a Raphaël Leblond. Je me demande même s'il n'est pas à l'écoute. Il me semble que j'ai vu son nom tantôt, il est à l'écoute. Lui, notamment au niveau des sols arbustifs à croissance rapide, il s'en connaît un bras là-dessus. Le cas échéant, si vous voulez me contacter, je vous donnerai des références. Anne-Marie? Oui, merci beaucoup. Ensuite, une autre question qu'on a reçue. Bon, on dit bien sûr, ça dépend des espèces, mais quels seraient les meilleurs moyens parmi tous ceux que vous avez présentés? Ce serait lequel qui serait à privilégier? Et shit. Euh, plusieurs. Je sais pas. Comment ça, plusieurs? Ça veut dire quoi, ça, plusieurs? Ça veut dire ne pas tout fonder sur une seule et unique stratégie. En général, la stratégie unique, là, des fois, c'est un peu ça, là, mais par exemple, si vous voulez faire du bâchage, ben, dans une stratégie de bâchage renoué du Japon, là, si vous voulez vraiment être sûr de votre coup, là, et que le contexte s'y prête, vous allez commencer, vous allez faire une fauche préalable, fauche pour préparer le terrain, vous bâchez, vous plantez, etc. Là, vous avez plusieurs terrains, vous bâchez, vous plantez, etc. Là, vous avez plusieurs, autrement dit, vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Et en définitive, vos opérations sont plus susceptibles de porter leurs fruits. J'aime pas beaucoup les interventions de nature unique parce que souvent, ben, ça ne donne pas des bons résultats parce que justement, il faut multiplier les moyens d'intervention. Euh, et en général, j'aime beaucoup aussi les interventions qui se terminent par la prévention, c'est-à-dire par l'installation d'un couvert végétal compétitif lorsqu'évidemment le contexte s'y prête. Donc, c'est plusieurs interventions et qui se terminent idéalement par la réinstallation d'un couvert végétal qui va faire en sorte que vos interventions vont avoir une certaine pérennité dans le temps et dans l'espace. Si vous faites juste vous débarrasser, je peux vous débarrasser du roseau, moi, sur un talus routier, pas de problème. Donnez-moi l'argent, moi, finir par y arriver. Mais en Montérégie, ce n'est qu'une question de temps avant que le roseau revienne. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Probablement pas. Vous voulez pérenniser ça. Donc, c'est sûr que moi, idéalement, je vais vous suggérer par exemple, de revégétaliser avec des arbustes les fossés routiers. Ça a plus de chances, en définitive, que vous rentriez dans votre argent. Anne-Marie? Merci beaucoup pour la réponse. Donc, c'est une question plus précise un peu par rapport au roseau commun. Donc, on demande, est-ce que la fauche et le bâchage sur 2 ans serait la meilleure solution pour contrôler le roseau commun dans un petit étang sur un terrain agricole, sachant que cette technique pourrait avoir un impact sur l'herpétofaune présente dans le milieu? Bon, il y a plusieurs affaires là-dedans. La fauche, au niveau du roseau,
est efficace dans une circonstance. C'est pas moi qui ai développé le principe, encore là, c'est mon ancien étudiant Sam Karatanas de Cambion Phytotechnologie. Ils font de la fosse sous-marine avec des tailles F. Bon, il y a une technique, etc. Lorsque le roseau est présent sous l'eau, si vous faites une fosse sous-marine, c'est extrêmement efficace. Mais là, attention, parce qu'il y a aussi du roseau en bordure, souvent de l'étang, sur la rive, etc. Donc, on ne peut pas se contenter de faire uniquement une opération sous l'eau. Il faut aussi faire une opération au niveau des berges. Spontanément, là, j'aurais tendance à utiliser la solution bâchage parce que, bon, elle peut, idéalement, avec une revégétalisation rapide, une fois qu'on a enlevé la géomembrane, donc on combine les deux opérations. Maintenant, au niveau de l'herpétofaune, si l'objectif, moi je dis, ben, c'est un peu la même affaire, hein, la classique, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. C'est plate, là, mais c'est un peu ça. Si l'objectif, c'est de jamais faire le tort à aucun organisme, on n'y arrivera jamais. Surtout pas avec des organismes aussi coriaces que le roseau ou la renouée du Japon. Donc, forcément, il y a un coût environnemental à une intervention. La question, c'est d'évaluer si les bénéfices. Normalement, on va y aller, j'apprends rien en disant ça, dans des actions où les bénéfices vont dépasser largement les coûts. Au niveau des effets sur l'herpétofaune, bon, vous savez, l'herpétofaune, quoi qu'on en dise, n'est pas très affecté par le roseau commun. Ça, c'est quand même assez bien documenté. Souvent, on a tendance à penser que les roselières, c'est des déserts de biodiversité. Ce n'est pas des déserts de biodiversité. Bon, c'est un peu rough pour les autres plantes, mais pour ce qui est des oiseaux, pour ce qui est des grenouilles, des batraciens en particulier, ils s'accommodent somme toute assez bien de ces roselières-là. Le problème, ce n'est pas d'avoir une roselière. Le problème, c'est d'en avoir que des roselières. Alors, dans les temps, il concerne, je ne connais pas le contexte, il faudrait que je vois, mais je pense qu'il y a moyen d'intervenir, mais évidemment que peut-être il va y avoir un peu d'effet sur les amphibiens. C'est à vous de bien évaluer les coûts et les bénéfices de l'intervention. Anne-Marie? Merci. Prochaine question. Que pensez-vous de la lutte à l'herbe à poux dans une municipalité de Montérégie, puisque la population d'herbe à poux est si présente autour? Pour ma part, je ne crois pas que ça fasse une différence sur la population locale. Est-ce que j'ai raison? Oui et non. Le rayon d'influence a été documenté, ça, sur l'île de Montréal. Le rayon d'influence d'un plan d'herbe à poux, c'est 1 kilomètre. Alors, si vous éliminez tous les plants sur 1 kilomètre, éliminer étant un grand mot, là, éliminez les fleurs. N'élimine pas les plants d'herbe à poux, il y en aura toujours. Et si vous êtes capable de réduire la production de fleurs au minimum, notamment par des interventions de tonte sur un rayon d'1 kilomètre, normalement, du moins selon les spécialistes de la santé publique qui sont occupés de la question, vous devriez avoir un effet sur la prévalence du rhume des foins. Et il y a des interventions qui ont été faites, ben, vous les connaissez, j'imagine, si vous me posez la question. Des interventions qui ont été faites, notamment dans certaines municipalités de la Montérégie, où ils ont été capables de réduire de façon substantielle par des interventions très utiles, des interventions très ciblées, la quantité de pollen produite. Souvent, c'est des réductions de pollen de 50%. C'était très impressionnant. Là où je suis un petit peu plus sceptique, c'est là que je vous rejoins peut-être des fois, c'est que j'ai vu certains chiffres, notamment où on passe de 900 grains de pollen par mètre cube à 450 grains de pollen par mètre cube. C'est admirable, mais le seuil d'allergie, c'est autour de 20 grains de pollen par mètre cube, là, chez les gens les plus allergiques. Donc, on est encore loin du compte. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'herbe à poux, il n'y en a pas juste dans les villes, là, il y en a aussi, et surtout, je dirais même, sur le bord des routes, en milieu agricole. C'est une grosse nuisance, notamment dans les champs de soya, etc. C'est sûr que dans la Montérégie, c'est un défi, là. Clairement un défi, j'en conviens. Mais c'est quoi l'alternative? Ne rien faire? Ben, si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas susceptible aux problèmes aux problèmes de rhume des foins, oui, c'est correct. Mais je pense qu'il y a moyen de faire des interventions, mais c'est clair. Ce qui m'apparaît un petit peu moins tangible, là, dans la région de Québec, là, dans la ville de Québec, il y a 2 valeureuses personnes là, qui arrachent pendant l'été les plants d'herbe à poux dans toute la ville. C'est sympathique. J'ai beaucoup d'empathie pour ces personnes-là, mais je pense que ça sert à rien. Ce qui donne plus d'effet, c'est des interventions à plus grande échelle. Et lorsque les efforts sont concentrés, moi, je pense que ça peut avoir un certain effet.
Est-ce que vous me demandez est-ce que l'intervention est vraiment dûment scientifiquement prouvée et démontrée? J'ai quelques réserves. Je pense que c'est mieux ça de faire quelque chose que de rien faire en définitive. Mais bon, ça, c'est l'objet de tout un webinaire complet que je donne sur la question. Contactez-moi, je vous donnerai l'occasion de vous informer davantage sur le sujet parce que je vais en donner une couple cet automne, pardon, ce printemps sous les auspices du ministère de la Santé et des Services sociaux. Anne-Marie? Parfait, merci. Ben justement, on avait une question par rapport là, pour vous contacter. Est-ce que vous permettez qu'on envoie votre courriel aux gens présents au webinaire aujourd'hui? Mais bien sûr, de toute façon, c'est pas un secret d'État. Vous allez sur le site de l'Université Laval ou sur le site des formations plantes envahissantes, vous allez très facilement trouver mon courriel. Donc, vous avez juste à me contacter et je vous répondrai dans les meilleurs délais. Ça me fera plaisir. Ben, super, merci beaucoup. En fait, c'est ça, la prochaine question, je pense que vous y avez partiellement répondu. Là, on demandait si vous avez des trucs pour l'herbe à poux. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça ou c'est pas mal un peu selon les cas, là? Bien évidemment, je donne un webinaire complet de 2 heures sur la question, donc je ne m'épancherai pas trop sur le sujet. Sachez que des interventions de fauche, de tonde bien ciblées, bien orchestrées, bien pensées, etc., peuvent donner des bons résultats. Il y a d'autres options aussi qui sont à votre disposition, mais je vous dirais que pour l'essentiel, c'est souvent ce qui fonctionne le mieux. Le problème, souvent on dit ah, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que c'est mal fait. Et c'est pas évident de faire des campagnes de fauche bien orchestrées. Là. Il y a toutes sortes d'écueils, etc., que j'explique de long en large dans ce webinaire plus spécialisé. Et je vous dirais que ça, du moins le long des axes routiers, ça peut donner des bonnes interventions quand c'est bien pensé. Excellent. Bien, merci. Donc, c'est ça, je vois le temps qui avance. Il reste encore quelques questions. Si on n'a pas le temps de tout y répondre, on les notera simplement là, pour y répondre par courriel. Donc, je vais poursuivre. Donc, on dit, est-ce qu'il s'est justifié, selon vous, d'intervenir pour éradiquer l'érable à giguère lorsqu'il est bien implanté et dominant sur les rives d'un cours d'eau? Bon, l'érable à giguère, c'est une des 40 espèces que je traite dans mon nouveau bouquin. Je n'ai pas encore rédigé la rubrique. Pour moi, c'est ce que j'appelle un faux problème. Mais j'aurais pas, je vais me garder quand même une petite gêne parce que j'aime pas ça parler au travers de mon chapeau. L'érable à giguère est considéré comme une plante envahissante dans les milieux riverains en Europe, particulièrement en France. J'ai un collègue qui travaille là-dessus. Mais là, c'est carrément une espèce nord-américaine qui est allée qu'on a transportée en Europe. Ici, l'érable à giguère, c'est une espèce présumément, on va me garder encore une petite gêne avant de m'avancer trop, de l'ouest qui a migré plus ou moins volontairement, plus ou moins spontanément vers l'est, etc. C'est souvent une espèce qui, moi j'ai beaucoup analysé des rapports, d'études d'impact, c'est souvent une espèce que les consultants en environnement ciblent, etc. Honnêtement, je ne comprends pas trop l'intérêt de s'occuper de l'érable à giguère, peut-être en certains contextes urbains, parce que ça pousse un peu n'importe où, etc. Je ne suis pas très convaincu que c'est un gros problème, mais en avril 2022, je serai capable, peut-être même un peu avant, je serai capable d'intervenir plus avant là-dessus parce que oui, on m'en parle beaucoup, mais je ne suis pas très convaincu personnellement que c'est un gros problème. En tout cas, il y en a d'autres autrement plus prioritaires et urgents que de s'occuper de cet arbre-là. Anne-Marie? Excellent, merci. On demande d'ailleurs si on peut rappeler c'est quoi le nom de votre ouvrage. Donc, je vais retrouver la diapositive juste ici. Donc, c'est 50 plantes envahissantes, protéger la nature et l'agriculture. Voilà. Je vais poursuivre avec, on a encore quelques petites questions. Que savez-vous sur la méthode de brûlage contrôlé pour lutter contre le roseau? Et aussi, est-ce que vous avez, comment vous vous positionnez sur cette méthode? Complètement inefficace. Testé à de multiples reprises. En fait, ce qui arrive, c'est que, en fait, si vous voulez avoir plus de roseaux, c'est exactement ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que le brûlage, à moins que ce soit un brûlage hyper intense, là, puis il faudrait vraiment qu'il soit intense à faire peur. Là. Parce que, en fait, ce qui arrive, c'est qu'il y a juste la biomasse aérienne qui est brûlée, les rhizomes ne sont pas atteints, et vous venez d'enrichir votre sol en éléments nutritifs. Le roseau, il est content. Donc, il va pousser à vitesse grand V. On utilise le brûlage aux États-Unis, moi je l'ai vu notamment
Mais dans ce cas-là, c'est des interventions qui sont différentes. Pourquoi on brûle? Si en fait, on fait un épandage de pesticides, du glyphosate, là, il y a un gros chaume, là, une grosse quantité de biomasse morte. Et là, on veut s'en débarrasser pour laisser la place à d'autres espèces. C'est le seul cas où le brûlage peut avoir, j'ai beaucoup de réserves avec ce genre d'intervention-là, là. C'est le seul cas où le brûlage peut être intéressant. Mais si l'objectif est de lutter comme moyen de lutte contre le roseau, c'est complètement inefficace et on pourra dire probablement la même chose pour la plupart des espèces qui se propagent par le biais de rhizomes, puisque les organes souterrains sont protégés du feu par définition. C'est la même chose pour l'herbe à poux, et fort probablement pour la renouée. Je m'avais entendu parler de la renouée brûlée, là, mais enfin. Donc, non, ce n'est pas une intervention appropriée. Anne-Marie? Merci, Claude. Juste revenir sur une question que je crois que j'ai mal lu la question. En fait, quand je vous ai demandé des trucs là, pour lutter contre l'herbe à poux, en fait, on veut plutôt savoir par rapport à l'herbe à puce. Donc, je ne sais pas si la Ah, réponse OK. peut être différente à ce Encore là, dans un lieu que je n'aimerais pas, là, mes deux anciens étudiants, Nicolas Trottier de Quadra Environnement puis Sam Caratanas de Camion Phytotechnologie, ont un contrat pour se débarrasser dans un contexte très particulier de l'herbe à puce là, qui causait un problème de santé publique. Ils ont tout essayé. Ils ont tout essayé. Ils ont fini par abandonner la partie et se rabattre sur les herbicides pour deux raisons. D'abord, pour une raison d'efficacité. C'est très difficile, parce que moi, je leur avais suggéré, arrachez donc les rhizomes, etc. Bon, il dit Claude, c'est un méchant contrat. C'est des rhizomes qui sont très fragiles. Ils se fragmentent beaucoup. Donc, c'est très, très, très difficile de faire un bon travail avec ça, même avec des outils mécanisés, etc. Et l'autre problème, c'est le problème pour la sécurité des travailleurs. À un moment donné, ils sont arrivés à une conclusion que le risque pour les travailleurs était beaucoup trop élevé avec des méthodes comme celle-là. Donc, ils se sont rabâchés ils se sont remis à l'usage d'herbicides, du glyphosate en particulier. Et quand la recette est bien appliquée, c'est une question de bonne recette, de prescription, etc., apparemment, les résultats sont très probables. Malheureusement, je vous dirais que dans l'état des connaissances actuelles, il y a très peu de gens qui luttent contre l'herbe à poux. On trouve très, très, très peu de travaux opérationnels à lutte à l'herbe à poux, l'herbe à puce, pardon, l'herbe à puce. Euh, En général, les gestionnaires de l'environnement se concentrent plutôt sur les espèces exotiques, alors que l'herbe à puce est une espèce indigène. J'ai vu très, très, très peu de choses probantes en la matière et malheureusement, dans l'option actuelle, je suis obligé de vous suggérer l'usage de l'herbicide, en l'occurrence du glyphosate, dans des interventions bien pensées. Anne-Marie? D'accord, merci Claude. On demande aussi, est-ce que vous avez une idée du budget annuel qui est dédié à la lutte contre les AVE au Québec? Oh shit! Euh, Un autre ordre d'idée. Au gouvernement du Québec, c'est deux fonctionnaires à temps plein, dont vous avez peut-être entendu parler les noms. Je peux les nommer, c'est pas un secret d'État. C'est Yann-Arlène Pouliot et Marie-Ève Tousignan, que vous pouvez qui travaille sur ce dossier-là. Il y a le budget qui est investi au niveau de la Fondation de la Fonde du Québec. Si mes souvenirs sont bons, c'est 8 millions de dollars sur 5 ans. C'est pas la Fondation de la Fonde n'a pas tout. Là. Il y a une partie que le ministère s'est conservé pour des projets ad hoc. Et notamment le livre que vous voyez en face de vous, là, ça a été en partie subventionné au niveau de l'impression, j'entends, par le ministère de l'Environnement. Donc, c'est pas des sommes énormes. Là. Il y a aussi des initiatives plus ponctuelles. À Baie-du-Caucase, dans la région Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent, là, je vous dis les chiffres de mémoire. Là. Je pense que c'est 1 million sur 5 ans qui ont été investis là-dessus, là, parce qu'il y avait un enjeu de santé publique, etc. Donc, mais tel quel, le programme de base, là, comme je dis, c'est 8 millions sur 5 ans, ce qui n'est pas énorme. On m'avait demandé, un journaliste m'avait appelé, il a dit, c'est-tu suffisant? Non. Ça va prendre pas mal plus de ça pour avoir un effet vraiment tangible à l'échelle de la province. Mais bon, c'est toujours bien mieux que rien. Puis, il y a 3 ans, il n'y avait rien. Alors, au moins, il y a ça. Euh, c'est un point de départ. C'est pas suffisant, malheureusement. Anne-Marie?
Merci beaucoup. Il reste 2 questions, donc peut-être qu'on a le temps d'y répondre rapidement. Sinon, on peut essayer de répondre à une et la dernière, on répondra par courriel. Alors, on dit, est-ce que vous parlez souvent des arbustes pour lutter contre les AVE, mais est-ce que les arbres sont aussi efficaces contre le phragmite? Mature, oui, mais pas à l'étape. Je veux dire, si vous plantez des arbres dans un massif de roseaux, là, souvent les arbres des petits arbres, les arbres vont tout simplement être étouffés. L'important, c'est qu'ils finissent par avoir la tête qui va dépasser une tige de roseau. Une tige de roseau, ça peut être jusqu'à 5 mètres. Fait que c'est pas, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Alors, c'est pour ça que souvent, une intervention peut inclure la plantation d'arbres, mais ce n'est pas les arbres qui font la lutte au départ. Les arbres vont faire la lutte par la suite. Mais encore faut-il qu'ils aient le temps de se sortir la tête de cette mer de roseaux, souvent, qu'on va constituer un frein quand même assez important à leur croissance. On peut en prendre une dernière. C'est plus rapide souvent que de répondre Oui, par OK, parfait. courriel. Oui, c'est ça. Donc la dernière question, on dit, quand cela est possible, est-ce que la compaction du sol peut être considérée comme une option efficace? Ouf! Ben là, évidemment, on parle surtout là, d'espèces à rhizomes, j'imagine. Ben, c'est sûr que si vous êtes en présence, c'est tellement de compaction qu'une question de nature du sol. Des sols argileux, c'est moins facile pour des espèces comme le roseau ou la renouée pour proliférer dans ces circonstances-là, mais elles prolifèrent quand même. Donc, je pense pas que c'est. Puis, en général, la compaction du sol, c'est pas nécessairement la meilleure des solutions pour les végétaux. Il y a des végétaux qui s'en accommodent. Beaucoup de végétaux ne s'en accommodent pas, ou bien au contraire, parce que c'est difficile au niveau de la pénétration des racines. Donc, non, je pense pas que ce soit une option à envisager. Il y a deux moyens, à mon avis, plus intéressants. Puis encore, faut-il la faire, la compaction? Ben, ça se fait, là, mais bon. Je pense pas que ce soit une option que j'aurais tendance à privilégier. C'est pas une option que je privilégierais, carrément. Alors voilà, ben, il est Merci. midi. On va aller manger. Oui, on est pile sur l'heure. Donc, ben, merci beaucoup encore une fois, Claude, là, pour la présentation puis aussi toutes les réponses aux questions. Merci à tout le monde d'avoir participé dans le clavardage. On a eu beaucoup de questions. Donc, j'espère que vous avez apprécié le webinaire. Je termine rapidement avec un dernier petit mot sur notre dernier webinaire qui aura lieu le 18 mars 2021. Donc, ce webinaire-là va être un peu différent. Ça va être vraiment une session d'échange et de discussion. On va avoir 4 intervenants, là, dont Cédric et Alexandrine de Nature Action, qui vous ont présenté des webinaires précédemment, au courant de l'année 2020. Puis, on va avoir aussi Jean-François Girard qui va être avec nous et Romy Jacob Racine, qui est également une spécialiste en EVE pour la CEPAC. Et puis, donc, je vous invite, si vous avez des questions que vous voulez aborder pendant ce webinaire, vous pouvez envoyer vos questions déjà à Cédric par courriel à l'adresse affichée à l'écran. Donc, on va pouvoir déjà s'y préparer pour y répondre, mais ça va être vraiment une session que vous allez pouvoir nous poser plusieurs questions. Là, ça va être dédié à ça pour conclure toute notre programmation de webinaire. Alors, je vous remercie vraiment d'avoir été présent aujourd'hui, d'être resté aussi jusqu'à la fin.